Voilà, monsieur, bonsoir. Je suis de nouveau heureux de vous savoir nombreux et de vous retrouver d'ailleurs sur cette antenne cette année. C'est la première édition de Cartes sur table pour l'année 2020. Cette année qui, évidemment, symbolise également le début de cette décennie, certainement combien important pour le Cameroun. Et tout au long de nos émissions, on va continuer à vous accompagner dans le décryptage de l'actualité nationale et souvent même aussi internationale. Question, n'est-ce pas, pour nous de vous permettre d'avoir ce qu'il y a comme essentiel d'information et d'en comprendre les contours. Ce soir, avec 4 panélistes, c'est une habitude. On va d'entrée d'abord vous souhaiter, je l'ai dit, une bonne et heureuse année débutante. On va donc évoquer des sujets d'entrée par ici, Constance. Le Cameroun de 2020, à quoi devrait-il ressembler? Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de ce Cameroun-là? On fera donc la perspective de 2001 sur les plans politiques, économiques et sportifs. Vous savez que le CHAN 2020 est déjà annoncé. C'est l'antichambre de la CAN 2021, si finalement elle se tient au Cameroun. Mais avant, on va parler peut-être des questions budgétaires, voir si le Cameroun pourra atteindre son taux de croissance de 4%, 4,3%, comme il est attendu depuis un certain temps. Et en politique, on peut le dire, en entrée, la crise anglophone va certainement encore marquer cette année-ci. On parle des élections au cours du premier trimestre de 2020, notamment le 9 février prochain. Voilà tout au moins les 2 grands rendez-vous politiques de l'année qu'on peut déjà deviner. Mais vous le savez également, le monde a le regard tourné vers le Proche-Orient, où Américains et Iraniens, chacun d'ailleurs avec ses partisans, sont presque braqués. On parle d'escalade suite comme ça à la mort du général Soleimani, assassiné par les forces américaines. Cela dit, on va en entrée de cette émission en dire un mot. Est-ce que sur le plan des relations internationales, cette escalade pourrait avoir un impact sur, je l'ai dit, les relations entre les différentes parties? Anissé Kane, bonsoir. Bonsoir, M. Dipita. Bonsoir aux téléspectateurs et bonne année. STV. Merci pour mes meilleurs voeux pour votre chaîne, pour vos téléspectateurs, et mes meilleurs voeux pour notre pays. On va en parler tout à l'heure. À chaque jour suffit sa peine. Nous souhaitons vivement que 2020 permette à nos compatriotes de s'engager dorénavant eux-mêmes en politique et qu'ils ne croient plus au Messie. Emmanuel Koudié, bonsoir, bonne année. Bonne année, M. Dipita. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Bonsoir également à mes panélistes ici présents. Et merci de me convier à cette réflexion de début d'année. Je crois que les sujets sont très alléchants et que nous allons être, n'est-ce pas, à la hauteur des attentes de tous ceux qui nous regardent. Le vœu du MRC sur ce plateau. Oui, le MRC est debout. Le MRC est plus que debout d'ailleurs. Et je crois que le MRC a tracé sa ligne, sa direction. Je crois que cette direction est soutenue. Moi, je suis très content d'être au MRC parce que je trouve là-bas des gens, n'est-ce pas, de conviction, des gens qui savent ce qu'ils veulent et non pas, n'est-ce pas, des gens qui font un peu du tatillon. Donc, je crois que je suis très heureux d'être dans cette... Tu parles de ton ancien parti? Non, je ne parle pas de mon ancien parti. Je parle de beaucoup de personnes et certains même dans mon ancien parti, pourquoi pas. Mais je dis et je répète que le MRC est debout et que je suis très content, n'est-ce pas, des convictions que je trouve là-bas et puis comment dirais-je, de tout ce qui est fait dans le MRC. Je pense que le MRC nous permettra de franchir le cap et d'atteindre les objectifs que nous cherchons depuis très longtemps. Patrick Dupri, Anissé Mani, bonsoir. Bonsoir Tipita, bonne année et bonne année à vous également. Bonsoir à tous vos téléspectateurs, bonsoir à toute la grande famille STV et aussi bonsoir au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui lors de son adresse à la nation a fixé le cap pour l'année qui commence, qui doit s'inscrire sur plus de sécurité dans notre pays, qui doit s'inscrire également vers plus d'unité entre les fils de notre pays et surtout cette année qui doit être orientée résolument vers la croissance économique.
Nul besoin de préciser que vous faites partie de la commission de communication, ou alors la sous-commission communication du comité central du RDPC. Effectivement. Ça s'est d'ailleurs vu dans le bonsoir au président de la République. Pour porter la voix du RDPC sur notre plateau, j'espère que nous allons pouvoir éclairer vos téléspectateurs sur les sujets que vous avez choisis et donner la position du RDPC par rapport à ces différents sujets. Docteur Simon Basseleking de l'IMNET, bonsoir. Bonsoir et merci encore de m'avoir invité à cette rencontre, même si je me sens un peu orphelin parce que vous avez invité 3 piliers politiques et je suis seul représentant de la société civile. J'espère tout de même que j'arriverai à donner satisfaction à ceux de vos téléspectateurs qui attendent que nous leur apportions suffisamment d'explications, suffisamment de justifications des choix qu'ont fait les partis politiques en cette période trouble de notre pays. Je précise que vous êtes effectivement un économiste, dont votre présence isolée dans cette mare de politique a été faite à dessein. On connaît quand même votre regard, votre analyse sur des sujets politiques sans en être forcément un spécialiste de cette science. Merci encore d'être là. Espérons que vos téléspectateurs ne seront pas déçus. Alors, avant de prendre la transition, je voulais néanmoins préciser que le président de la République va recevoir le 9 janvier, donc jeudi prochain, dans moins de 48 heures, les vœux, comme c'est souvent le cas, et ensuite des différents corps constitués de la République. Ce sera bien entendu au palais de l'Unité à Yaoundé. On va suivre tout cela pour vous. Derrière la transition, on va donc rentrer avec peut-être le premier sujet d'actualité, Iran, États-Unis. Qassem Soleimani, il est décédé, le général iranien dont on présente plutôt comme un pilier de ce régime, de ce système, notamment dans la stratégie de déploiement iranienne au niveau du Proche-Orient. Il était assassiné par les forces américaines et depuis il y a une escalade qui se manifeste également par la montée des échanges verbaux entre Donald Trump, le président américain, et puis les autorités iraniennes. On a pu voir sur les différentes télévisions, nos partenaires de VOA, cette masse humaine qui a accompagné le corps de ce général au cours des obsèques. Anissé Kané, je veux dire, ça aussi c'est une observation que l'on fait. Chaque fois qu'on rentre en année électorale aux États-Unis, notamment les présidentielles, il y a comme une volonté de susciter le sentiment américain et souvent qui se manifeste au niveau des États-Unis par le candidat président comme cette forme de chantage, cette escalade vers la guerre. On l'a vu au niveau de l'Irak à l'époque, aujourd'hui en Iran. Est-ce qu'on peut penser que Donald Trump use également de cette arme-là, ou alors c'est un conflit qui surgit véritablement parce que les partis ne se comprennent pas, ne s'entendent pas sur un certain nombre de sujets? Non, réduire l'assassinat du général iranien à un effet de la politique intérieure, c'est ne pas connaître les États-Unis. Les États-Unis, c'est un État criminel. Les États-Unis le disent, Trump l'a dit, pour les intérêts américains, il est capable de marcher sur des centaines de milliers de cadavres. Donc ce n'est pas uniquement lié à les problèmes de politique intérieure. C'est l'occasion pour les porte-voix des États-Unis au Cameroun, les perroquets de la politique américaine, de leur montrer comment les Américains traitent entre griffes les terroristes. Ce n'est pas au tribunal militaire avec des avocats de la défense. Non, c'est l'assassinat, quel que soit l'endroit où il se trouve, en direct. Ils l'ont fait avec Ben Laden, ils l'ont fait tout récemment également avec le responsable, un journaliste en Turquie, de l'Arabie Saoudite. De l'Arabie Saoudite. Et donc, il faut en direct, de l'assassinat en direct. Donc les perroquets des États-Unis, leurs haut-parleurs, leurs porte-voix, feraient mieux d'amplifier également cela dans la population camerounaise. Ceux qui viennent à la télévision dire que aller chercher le commanditaire du terrorisme au Nigeria, c'est
enfreindre, ces criminels enfreindre le droit international. Que dire donc de ce que les États-Unis font? Ils ont toujours fait. La CIA traque des années durant des responsables terroristes, les assassinent et s'en vantent comme Trump le fait souvent. Donc en réalité, ce qu'on fait à Ayoub Tabé et compagnie, c'est du pipi de chat. Ça n'a rien à voir avec ceux qui viennent nous donner des leçons sur l'humanisme et les droits de l'homme. Emmanuel Kounié, comment vous... Oui, je suis souvent surpris quand j'entends les gens parler. C'est-à-dire qu'au Cameroun, vous avez un genre de catégorie de personnes qui, chaque fois qu'on leur dit que vous avez posé un acte absolument anormal, ils vous disent, ailleurs les gens font pire que ça. Donc, c'est une raison pour tout violer, pour persécuter les gens, pour poser des actes qui ne respectent rien, c'est-à-dire pour entrer chez les gens, pour venir faire une perquisition et ramasser des gens, aller les mettre en prison, les menotter, les trimballer en route. On va leur poser la question, non, aux États-Unis, ils font pire que ça, ils tuent les gens. Vous êtes les porte-parole des États-Unis. Attendez, mais ce n'est pas parce que les Américains sont des criminels que ça vous donne le droit de violer les droits des uns et des autres. Donc vous acceptez que les criminels donnent des leçons? Je ne leur dis, ils ne donnent pas des leçons. Le monde est mondialisé, si vous pouvez me permettre. Et il y a une gouvernance mondiale. Et il y a la loi du plus fort. Fatalement. Il y a une gouvernance mondiale. Il y a un gouvernement mondial qui ne se dit pas. Mais que vous vouliez ou pas, si vous voulez faire croire que la gouvernance mondiale n'existe pas, malheureusement, vous allez vous rendre compte à vos dépens. Donc les faibles doivent se taire. Non, les faibles ne doivent pas se taire. Mais ce que vous devez faire, c'est comprendre que même ceux qui soutiennent le régime en question, que vous faites semblant de soutenir, font de la mafia. Parce que les Français, eux également, posent des actes qui sont totalement inadmissibles. Mais il faut les dénoncer. Et nous les condamnons. Non, vous les condamnez, mais ils sont tous des commanditaires de tout cela chez nous. Absolument. Donc, cher monsieur, arrêtez de faire croire aux gens que parce que les Américains posent des actes gravissimes, alors nous avons le droit de poser quelques actes qui violent les droits de l'homme. Ne faites pas de la manipulation. C'est ce que vous essayez de dire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui. Je me suis chargé de rappeler. On va aller prendre Ayoub Tabé. On va aller kidnapper Ayoub Tabé. On va aller kidnapper Ayoub Tabé. Oui, parce que vous pensez que oui, aller au Nigeria, prendre quelqu'un qui est dans sa réunion, le porter, qu'il disparaisse pendant un mois. Les États-Unis, on ne kidnappe pas, on tue. Oui, c'est pas grave. Voilà. Donc, puisqu'on tue, vous avez le droit. Puisqu'on tue, vous avez le droit de kidnapper. C'est pas grave. Vous tuer en général, non, dans un pays étranger. Je ne suis pas d'accord qu'on tue un général. Mais si on tue un général, ça ne donne pas le droit ou la raison d'aller kidnapper. Non, attendez. À l'extérieur. Qui est plus criminel? Celui qui donne les armes aux civils pour tuer les autres civils, pour tuer les gendarmes, laissez Emmanuel Kounié développer. C'est pas un criminel. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi je suis partisan de la justice et de l'égalité. Vous ne pouvez pas, sous prétexte que les Américains ont tué, que les Américains ont tué quelqu'un, ce qui est une très mauvaise chose, justifier, n'est-ce pas, des errements, des comportements absolument inadmissibles qui consistent à violer les domiciles des gens, à perturber les gens, à torturer les gens, à briser les bras des gens. Vous trouvez qu'on peut le faire parce qu'aux États-Unis on tue. Mais cher monsieur, je crois que vous aurez mieux fait de dire autre chose. Patrick Dupris, c'est à vous de faire la lecture également de cette escalade de la violence au Proche-Orient. Je pense que le président Anissé Kane et M. Kounié ont clairement établir les antagonismes de lecture de ce qui se passe. Parce que vous avez d'un côté, dans nos pays, les américanisés, c'est-à-dire ceux qui passent le temps à vous parler de la communauté internationale. Il a même parlé de la gouvernance mondiale, qui en réalité c'est une mafia internationale. Et vous avez d'un côté les indépendantistes, les gens qui pensent que chaque État doit être souverain et régler les problèmes de son pays et qu'il n'y a personne au monde qui puisse donner des leçons aux autres parce que dans chaque pays, on a des actes criminels, dans chaque pays, on a des actes qui ne respectent pas les droits de l'homme et que parfois, ceux même qu'on accuse de ne pas respecter les droits de l'homme sont même les plus saints. Parce que je veux qu'on me dise en quelle année le gouvernement camerounais, soit Souaïdjo, soit ce Paul Biya, a déclenché une guerre au Congo ou
soit c'est en Côte d'Ivoire, qui a fait 500 000 morts. Mais il a massacré les Camerounais. Il a massacré les Camerounais. Durant la lutte de libération nationale. Je vais vous prendre un cas, puisqu'on parle du général qui est mort. Qu'est-ce qui pousse Donald Trump à agir de la sorte? C'est une vidéo qui date du 31 décembre où on montre des Irakiens en train de saccager une partie externe, il y a une partie externe de l'ambassade des États-Unis en Irak. Quand je me souviens qu'au Cameroun, des gens sont partis en France, entrés dans l'ambassade, cassés, chier, pisser dedans, dans notre ambassade, et que ces gens-là n'ont même pas été poursuivis. Alors qu'aux États-Unis, pour avoir attaqué une façade de l'ambassade extérieure des États-Unis en Irak, on a fait plus de 12 morts, dont un général d'un pays étranger. Ça, je trouve anormal que mon grand frère Kougné vienne ici dire que c'est acceptable et que le fait qu'on arrête ceux qui violent les lois au Cameroun est plus grave que cela. Je n'ai pas dit franchement, n'exagérons pas dans la colonisation mentale avec laquelle nous continuons, bien qu'on se bat chaque jour pour sortir de cette colonisation. J'ai peur. J'ai suivi le président de votre parti il y a quelques jours où il disait qu'il faut tout faire pour que la communauté internationale intervienne au Cameroun. On parle de quelle communauté internationale? On parle de ces Américains qui violent les lois et règlements internationaux, qui vont dans les pays étrangers tuer les gens, et ce sont ces mêmes gens que vous demandez qui viennent au Cameroun nous donner des leçons de droits de l'homme. Ce n'est pas admissible et vous devez arrêter avec ces discours. Vous êtes désigné et quand on est né, on doit prêcher la vérité et la sincérité. Les États-Unis ne sont pas un modèle. Simon Basselet. Et ça, il faut le dire. Merci de me donner la parole. J'ai dit que je n'allais pas être à l'aise tout au long de nos échanges de ce soir. Parce que en réalité, moi je fais une observation. Chaque fois que dans les principaux pays occidentaux, la droite dure est au pouvoir, la paix du monde est menacée. Je dis bien chaque fois. Souvenez-vous Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, les Bush père et fils qui se sont succédés, Reagan, et ça a failli virer à la catastrophe. Voilà donc chez nous au Cameroun, on a vu des gens égorger un fonctionnaire gardien de prison. En vidéo. En vidéo. On a vu des gens enterrer une femme vivante. Et quand les autorités du maintien de force de l'ordre agissent, du Pentagone, le sous-secrétaire d'État américain, même le président de la République, nous dit d'abord on va soustraire le Cameroun de la Goa parce que ce pays-là ne respecte pas les droits de l'homme. Quand vous savez que les États-Unis ont même honte d'installer sur leur territoire national une prison ignoble à Guantanamo, une prison qui n'a aucune justification, je ne suis pas juriste, mais en tout cas les pratiques internationales ne l'ont jamais toléré. Quand on a vu M. Hitler envahir la Pologne, créer des camps de concentration en Pologne, où il a envoyé des gens qu'il attrapait un peu partout en Europe, M. Churchill a dit, ça c'est le diable incarné et il faut l'éliminer. Voilà que tout d'un coup, les États-Unis, on nous dit, Biya est dans ses petites chaussures, le pouvoir de Yaoundé est en émoi, parce que le Pentagone, parce que les États-Unis, parce que... Non, vraiment, je crois qu'il faut enfin admettre qu'il y a aux Nations Unies 184 États qui en principe sont égaux dans leurs droits et que des gens qui se prétendent donner des leçons d'humanité à tous les autres et qui en même temps piétinent, n'est-ce pas? Nous, je veux dire, le Cameroun, il s'en est pris à des gens qu'on a vus assassiner
égorgé avec des vidéos pour le justifier. Et les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit qu'ils ont assassiné quelqu'un qui avait l'intention de s'en prendre à des intérêts et à des citoyens américains. Ça, je dis que quand on ne condamne pas ça, ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'on n'est pas sain. Et je voudrais terminer avec votre permission en disant que la communauté internationale qu'on convoque tous les matins là. D'ailleurs, vous parlez de la communauté internationale. Il faut évidemment que l'OTAN s'est alignée derrière les États-Unis. Oui. Russie, alors, Chine, vous voyez, la communauté internationale. Qui ne dit pas ça. Je peux continuer. Allez-y. La communauté internationale est allée en, comment on appelle, en Somalie. La seule faute du président somalien, c'est qu'ils avaient été colonisés par des Italiens, par des Anglais et par des Français, et qu'ils ont décidé de ne parler ni l'italien, ni l'anglais, ni le français, et d'alphabétiser les populations en une langue locale. En 5 ans, 85% des citoyens ont été alphabétisés. Pour l'Occident, c'est un péché capital. Et ils ont saccagé. Quand la communauté internationale s'en va quelque part, regardez la Somalie, ça va faire 2 décennies. Et puis il y a eu l'Irak. Monsieur Saddam Hussein a des armes de destruction massive. Ils se sont engouffrés en Irak. Voyez ce que l'Irak est devenu. Et puis il y a la Libye. Et je dois rappeler ici que si les Américains s'acharnent contre la Syrie, c'est tout simplement qu'en voulant éliminer toute la famille de Saddam Hussein, il y a une de ses filles qui s'est enfuie en Syrie avec époux et 3 enfants. Et comme les Américains savent que la vengeance chez les Arabes, c'est un plat que peuvent manger plusieurs générations, ils saccagent la Syrie uniquement pour attraper cette dame. Alors, dans ces conditions-là, j'ai honte de notre pays quand j'entends des gens dire les Américains viendront, la communauté internationale viendra. Vraiment, il vaut mieux qu'entre Camerounais, nous résolvions nos problèmes entre nous. C'est pour quand? Dernier tour de table là-dessus, cette première question. Kounié fait exprès de faire de la manipulation. Je suis un UPCiste, de la famille UPCiste. Nous avons combattu les tortures, les emprisonnements du régime néocolonial d'Aïdjo. Et parce que vous en étiez victime. On en était victime. Donc on ne peut pas nous reprocher à nous, UPCistes, de permettre qu'un régime, quel qu'il soit, même s'il était populaire, de commettre des exactions. Donc c'est la manipulation que de penser que nous ne condamnons pas ce qui peut être comme atteinte aux droits humains et aux droits de l'homme. C'est la manipulation. Ce que vous n'êtes pas droit. Ce que nous disons, c'est que premièrement, on ne peut pas recevoir de leçons de criminels, sauf si on accepte qu'ils ne le sont pas. Mais vous venez de dire là que c'est criminel ce que les Américains ont fait. Donc normalement, vous ne pouvez pas accepter que des criminels viennent vous donner des leçons. Il faut accepter ça. Deuxièmement, que l'intérêt des États-Unis prime sur tout. Oui. C'est-à-dire, et ils le disent, et Bush en est une manifestation criante, que pour l'intérêt des États-Unis, nous pouvons marcher sur des centaines de milliers de morts. Il a fait. Et vous refusez à l'État du Cameroun, pour l'intérêt de son unité, d'aller chercher des commanditaires de crimes atroces. Pour 2 poids 2 mesures, je ne sais pas ce que je veux dire. Et troisième chose, c'est ce qui est encore plus grave, c'est vous-même qui convoquez ces criminels pour venir régler nos problèmes. C'est en cela que vous êtes des haut-parleurs, des porte-voix, des perroquets de la voix des criminels. C'est cela qui nous pose problème, M. Kounié. Patrick Anissé. Oui, Patrick Dupri, pardon. Oui, au fait, par rapport à ce Terminé, parce que vous avez parlé là de la communauté internationale, qui mais il faut dire la vérité, la communauté internationale, elle est embarrassée. Il faut dire la vérité. J'ai suivi le président français qui dit en quelques filigranes non, que les Irakiens doivent arrêter avec la surenchère qu'on sort, mais qui par derrière dit qu'il a appelé le président russe. Même chose avec la chancelière allemande.
avec son ministre des Relations extérieures. On a vu même que ce soit le chef de la diplomatie turque était avec le chef de la diplomatie de la Grande-Bretagne et de la Russie. Et quand on suivait même Matt McConnell, qui est le chef de file des sénateurs républicains dans le parti de Trump, ou Samantha Power, qui est l'ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, vous comprenez que même les Américains sont inquiets. Parce que ce qu'on ne dit pas dans ce qui se passe actuellement, c'est que c'est le monde qui risque de s'embraser. Parce que l'Irak, peut-être certains ne savent pas, l'Irak est le carrefour de plusieurs pipelines et de gazoducs qui vont du Moyen-Orient. Certains vont de la Russie pour arriver en Europe et qui alimente tous les pays du Golfe Persique et du Moyen-Orient. Donc, et c'est pour cela que le vice-ministre de la Défense, Ben Salman, de l'Arabie Saoudite, le jour que ça a eu lieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait une déclaration en disant que son pays n'était ni au courant, ni n'approuvait ce que leur allié américain vient de faire. Parce qu'ils savent que les premiers qui vont payer sa chère, comme cela a toujours été le cas, ce sont eux, parce que ce que le Parlement irakien a fait, à savoir demander publiquement que les soldats américains quittent leur territoire, c'est un appel à toutes les cellules dormantes du terrorisme iranien à considérer les intérêts américains et les intérêts de leurs alliés dans la région comme étant non pas les forces de lutte contre l'ennemi qui était Daesh, mais plutôt comme les forces d'occupation. Ça veut dire que les premiers qui vont payer si jamais on continue dans cette démarche, ce sont les alliés des États-Unis, d'où dès ce soir, dès le jour même où il y a eu cet attentat, puisque c'est un attentat suicide qui était donc commis par le gouvernement américain, par l'intermédiaire de son président, qui assume, encore plus que Mark Pompeo, qui est le secrétaire d'État américain, a eu à le reconnaître qu'ils assumaient et qu'ils n'ont pas violé le droit international. C'est ce qu'ils ont dit, n'ont pas violé le droit international. Donc, ils assument cela. Les premiers qui vont payer, ce sont les gazoducs, qui sont les installations pétrolières des Saoudiens. Et on sait que si cela arrive, ça aura une répercussion dans le monde entier, parce que c'est le commerce international qui va prendre un sérieux coup. Absolument. Et donc, c'est une crise économique mondiale qui se dessine. Lui, il faut absolument que le monde entier, que tous les Camerounais condamnent ce qui s'est passé, qu'on sort derrière les fausses postures, des postures politiciennes. Merci. Parce qu'il sait que M. Kounié sait que ce qu'ont fait ces Américains, c'est pas bien et que ça doit s'arrêter. Bon, c'est plutôt à nous de donner. Écoutez, merci, il faut bien que à un moment donné. Je voudrais dire je voudrais dire que vous avez la parole. Je voudrais dire que vous voyez, les Camerounais sont engouffrés dans une affaire qui n'a ni tête ni queue. Aujourd'hui, ils sont en train de s'accrocher sur les feuilles des arbres, c'est-à-dire qu'ils cherchent comment, ce qu'on peut dire pour justifier ceci, pour justifier cela. Ne nous perdons pas en conjecture dans ce qui se passe aux États-Unis. Même le secrétaire d'État américain de la Défense, parce que Trump a parlé de bombardement des sites, même des sites culturels et tout, et eux lui ont dit qu'on ne peut pas le faire. Et je suis certain que ces choses-là, s'il y a la surenchère, c'est justement pour que très rapidement, on essaie de voir comment on peut maîtriser cette situation. Mais je suis aussi obligé de vous dire que vous ne pouvez pas démontrer que c'est les Américains qui ont tué Jésus, c'est les plus grands criminels de la terre, peindre tout en noir. Attends, l'Amérique ne peut pas être une puissance aussi forte économiquement et militairement et tout, et puis être constitué de personnes qui ne savent pas ce qu'elles font. Mais c'est les brigands qui prospèrent dans le monde. Je vais vous dire, oui, mais je vais vous dire, et ils ne font pas que du mal. Parce qu'ils ne font pas que du mal. Quand vous voyez Singapour, quand vous voyez la Corée du Sud,
Ils sont allés là-bas, ils ont tué combien de personnes? Vous avez vu le développement qu'il y a en Corée du Sud? Pourquoi vous pensez que s'ils mettent pied quelque part, c'est pour que tout se détruise? Monsieur Kouni, non, moi, en 1953, seconde, combien de Coréens sont morts? Le problème n'est pas là. Je vous pose la question. Ici au Cameroun, les Français ont tué combien? Combien de personnes? Des centaines de milliers de personnes. Voilà. Donc, je vous dis que, regardez la Corée du Sud, regardez Singapour, ce sont les pays qui étaient complètement à terre, qui étaient complètement sous-développés. Mais aujourd'hui... Donc vous êtes non, c'est pour vous dire, cher monsieur, c'est pour vous dire, non, je ne suis pas d'accord qu'on nous tue tous. C'est pour vous dire que, ils n'ont pas que, on ne peut pas dire que tout ce qu'ils font est mauvais. Ils font de très mauvaises choses. Mais je dis que c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont les plus puissants du monde. Et puis, vous allez finir par reprocher le bon Dieu. Parce que Dieu fait des choses que personne ne peut faire. Donc, il faut faire attention. Il y a la hiérarchie. C'est pour ça que je vous dis que le monde est mondialisé. Il y a une hiérarchie dans le monde. Et nous sommes dans un référentiel mondial. Vous pouvez passer le temps à raconter ce que Mobutu commencer à dire tout ce que vous êtes en train de dire là. Mais c'était à la fin de son système. Partout où les gens ont commencé ce genre de discours, ils ont payé les frais. Donc je ne suis pas d'accord que ce discours-là... Pour terminer sur la question, Simon Bassé. Oui, j'allais dire simplement que vraiment la magnanimité, la gentillesse avec laquelle Emmanuel traite les Américains dans la situation présente, ça m'inquiète. Je ne suis pas d'accord avec eux. Je vous assure, parce que chaque fois que la communauté internationale est entrée quelque part, c'est le chaos. C'est le chaos éternel. La Corée du Sud, je ne vous ai pas la Corée du Sud, non? C'est pas la communauté, c'est l'Amérique seule qui dominait. Oui. Mais là, aujourd'hui, on a inventé un concept qui n'a ni queue ni tête de communauté internationale, qui fait que nous savons, je vous ai compté la Syrie, l'Irak, la Libye, et bientôt la Côte d'Ivoire, hein, parce qu'avec ce qui se prépare, on ne sait pas comment ça va se passer. Le Venezuela. Encore même que son argumentaire vient d'être balayé par une puissance qui est en train de naître, la Chine. Voilà la Chine qui est en train de devenir la première puissance économique. C'est le blablabla de la Chine. Voilà la Chine qui est en train de devenir la première puissance mondiale. Les Chinois n'ont fait une guerre nulle part. Les Chinois n'ont fait une guerre nulle part. Qu'est-ce qu'ils font les Chinois opèrent par la ruse économique. Ça veut dire que pour renforcer ses capacités économiques ou bien pour avoir un poids économique plus acceptable dans le monde, on n'a pas forcément besoin de faire des milliers de morts à gauche et à droite. Ça ne veut rien dire. Merci, on va sortir de cette question d'entrée-là. C'était juste un aperçu, le regard que nos panélistes jettent sur cette actualité autour de l'escalade du côté de l'Iran dans ses relations avec les États-Unis. Transition, on revient parler des questions nationales. À quoi ressemblera le Cameroun en 2020? Ce n'est peut-être pas demandé à nos panélistes de lire dans une boule de cristal, mais ce sont des analystes. Au regard peut-être du discours déjà du chef de l'État le 31 décembre dernier, adresse à la nation, au cours de laquelle le président Paul Biya a d'abord fait le bilan et certainement jeté un regard sur cette année. On le sait donc, les deux temps forts politiques attendus, plus ou moins certains, c'est trouver des solutions, davantage de solutions pour la crise anglophone. On observe qu'il y a encore des poches de résistance dans le nord-ouest et le sud-ouest, d'une part. D'autre part, on observe également des réfugiés qui sont revenus, notamment du Nigeria, il y a déjà quelques jours. Et on a donc ce sentiment mitigé. Le gouvernement parle d'un retour progressif à la paix, mais des sécessionnistes et d'autres organisations internationales, eux, continuent à dénoncer et décrier cette tension qui est toujours perceptible. Simon Basseleking, vous, 2020, comment percevez-vous l'actualité, la vie politique au Cameroun cette année? Écoutez, il y a ce que je perçois et ce que je souhaite. Okay. Ce que je souhaite, c'est que notre pays retrouve, et dans les plus brefs délais, la paix intérieure. Parce que quand on est dans une situation où le deuxième plus gros employeur du pays est totalement bloqué,
quand on est dans une situation où le Cameroun est exportateur de pétrole, que nous soyons aujourd'hui obligés d'importer le pétrole raffiné parce que la seule entreprise qui raffinait est en arrêt, eh bien, on sort son mouchoir pour pleurer ou on sort son chapelet pour prier si on est croyant. Parce que ça va vraiment mal. Et comme ça va mal, toute évolution ne devrait être que positive. Donc, voilà ce que je souhaite. Mais qu'est-ce qui est possible? Ce qui est possible, c'est que les gens que l'on nomme aujourd'hui des Amba Boys sont des Camerounais comme chacun de nous autour sur ce plateau. Et il faut qu'ils reviennent à la raison, qu'ils comprennent que leurs compatriotes sont prêts à les accueillir et que notre pays a besoin de chacun d'eux et de chaque parcelle de notre territoire pour mieux organiser son développement. Donc, je dis par conviction, je suis optimiste. Mais quand j'observe comment les choses se passent, j'ai bien peur que tant que les gens continueront, je ne condamne pas seulement ceux qui assassinent et qui tuent, ceux qui les soutiennent. Bon Dieu, comment soutenir des gens qui prennent les armes contre leurs propres citoyens? On a beau dire, oui, le président aurait dû négocier, le président aurait dû aller à Bamenda ou à Bouya. Non, ce n'est pas ça. Quand une sécession a éclaté aux États-Unis d'Amérique, il y a déjà 2 siècles, bientôt 3, eh bien, il n'y a pas eu de négociation. Un État, c'est un corps constitué qui veille à son intégrité. Dès lors que vous vous en prenez à charcuter un État, la réaction la plus ordinaire, la plus habituelle, celle à laquelle l'histoire nous a habitués, c'est que l'État se défend pour reconstituer son unité. Et de ce point de vue-là, je ne vois pas ce qu'on reproche au gouvernement du Cameroun, sauf à celui-ci de trouver toutes les voies, tous les moyens pour recevoir les dissidents d'aujourd'hui qui vont redevenir des citoyens comme nous tous. Voilà quel est mon souhait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'avoue que je n'arrive pas à me prononcer. Je pense que le chef de l'État, dans son discours, qui était un discours, il faut le dire, très apaisé, conciliant à bien des égards, et même tolérant, a parlé aux Camerounais de 6 choses fondamentales qui vont meubler l'année 2020 et voire même au-delà, parce que dans une perspective d'un programme qui s'inscrit sur le long terme. Parce que quand vous suivez bien le président de la République, il ne parle jamais sur le court terme. Il est toujours dans les projections. C'est un président perpétuel. C'est-à-dire, il regarde le passé, son passé à lui, le passé de son prédécesseur, il analyse quelles sont les avancées et quels sont les ratés, parce qu'il faut avoir les chefs de l'État. C'est un monsieur qui est très, disons, honnête avec lui-même. Quand ça ne va pas, non, il n'a pas dit de présenter le chef ça ne le va pas. Et je dis ceci, dans son discours, dans son analyse, il a prescrit la feuille de route qui nous attend. Et dans cette feuille de route, il y a 6 questions fondamentales auxquelles les Camerounais doivent apprendre. Nous sommes toujours sur le volet politique. Tous amenés à contribuer. Il faut mettre le temps. Il a parlé du progrès social et des acquis que nous devons préserver et des efforts que nous devons encore fournir. Il a parlé dans son discours, entre autres, de la croissance économique et surtout, nous devons garder le cap vers l'émergence. Il a parlé, entre autres, également de la paix et de la sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il a fait le bilan de ce qui a déjà été fait et le parcours qui nous reste à parcourir si on veut vraiment aller vers cette paix, en rappelant aux uns aux autres quelle est leur responsabilité et quel doit être notre niveau d'engagement, parce qu'il en va de la vie de notre nation. En dehors de cela, il a évoqué brièvement
les avancées, ce qui a été fait par rapport aux recommandations issues du grand dialogue. Et une fois qu'il a fini avec cette partie, il est entré maintenant dans l'aspect purement politique, à savoir la vie démocratique et le respect, n'est-ce pas, des institutions et de ceux qui les incarnent, pour finir sur la participation aux élections législatives et municipales de l'année 2020. Donc, par rapport à l'actualité purement politique, nous savons que ce qui va meubler l'année 2020, ce sont les législatives et les municipales, et par extension les régionales, n'est-ce pas? Et il a fait un appel clair à tous les Camerounais, qui est de prendre la carte de vote et d'aller voter. Pour les autres citoyens qui ont décidé de s'exclure des institutions de la République en allant par l'élection, il a rappelé à cela, donc à mon ami Emmanuel Kounié, de respecter le cadre institutionnel, de respecter les lois de votre pays et surtout de laisser que seuls les urnes s'expriment en démocratie. Je note que votre lecture de l'année, c'est simplement le décryptage de la sortie. Non, c'est pas ça ma lecture. C'est la lecture globale que le chef de l'État a donnée à tous. Et vous l'assumez entièrement, évidemment. Et je l'assume entièrement, parce qu'il est le mieux placé pour nous dire où est-ce que nous devons aller. Oui, non, je crois que M. Bani n'a pas compris la question. J'ai bien compris. La question, c'est qu'avec tous les éléments dont vous disposez, quel est votre sentiment? Il y a la lecture surtout. Oui, la lecture. Il est au travail, il n'est pas en train de débattre. Aïe, 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 monsieur Kounié. Je respecte vos égarements. Permettez-moi de respecter ce qui a été décidé par le chef de l'État, parce que je pense qu'on va y arriver, parce que le président a dit que je n'ai pas suivi, j'ai bien suivi. Et si je le dis, c'est parce que je crois fermement qu'on peut y arriver, à condition que chacun joue sa partition. Mais non, je voudrais dire que autant les données économiques du pays, qui sont des données objectives, peuvent nous permettre d'envisager, de lire l'avenir du pays, autant les données politiques qui sont du ressort du mysticisme dans notre pays ne nous permettent pas de savoir ce qui va se passer. Vous voyez, l'illisibilité de la politique du RDPC et de son chef permet très peu aux analystes politiques de dire ce que notre pays sera dans 2 mois, dans 3 mois. C'est ça, en fait, le problème. Parce que les données économiques permettent, sans possibilité de se tromper, de savoir que, bon, la situation économique macro ne va pas s'améliorer pratiquement mieux que ce qu'est l'année dernière, encore moins la situation microéconomique, c'est-à-dire le palier de la ménagère, la situation des Camerounais, ne va pas s'améliorer. C'est clair. Parce que, bon, sauf à être FMiste ou Banque mondialiste, ces deux organisations qui dirigent en réalité notre pays n'ont jamais permis l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc là, sur le plan économique, on peut dire. Sur le plan politique, je suis d'avis de dire que c'est jouer à Madame Soleil que de savoir ce qui va se passer dans 1 mois, dans 2 mois. Parce que, au-delà même de ce qui naturellement peut créer un choc dans le pays, il n'y a aucune lisibilité. La preuve, le président dit qu'il faut insuffler des jeunes dans l'appareil politique du RDPC. On fait le contraire. Non. On fait. Président, pas vous laisser. Non. La preuve, président, il y a de cela un an. Vous reviendrez. Je pense que vous reviendrez. Quand des jeunes comme Cavaillé Yégué Djibril reprennent du service à l'Assemblée nationale, on n'a pas le sentiment que ils se sont beaucoup trompés sur les directives du chef de l'État rendues publiques. Ce n'est pas un jeune parti, quelqu'un de particulièrement jeune que l'actuel président de l'Assemblée nationale. C'est un peu en décalage par rapport au discours. Donc, sur le plan politique, on ne sait pas aujourd'hui ce que le pays va être dans 2 mois. Pour la simple raison que les projections politiques partent des décisions du chef de l'État. Dans tous les pays du monde, il y a des normes. On sort d'une élection, on change de gouvernement. Dans le pays, ça peut prendre 1 an, 4 mois, 6 mois.
quand le président fait un discours de fin d'année, il donne une lisibilité politique à son propre gouvernement. Ça peut être le cas au discours du 31. Le président a brossé, on peut le comprendre, en 20 minutes, ce qu'il estime avoir été le bilan de l'année et ce que lui, il croit que sera le pays dans quelques mois, voire dans quelques années. Mais cela ne peut pas permettre à une analyse politique de l'extérieur de faire une analyse sérieuse. Moi, je pense, par rapport à la situation que nous vivons, qu'elle va s'améliorer dans le nord-ouest et le sud-ouest. Elle s'améliore. Ça, à défaut d'être de mauvaise foi, la situation sociale, sociopolitique s'améliore dans ces zones-là. À partir du moment où il y a déjà des retours, à partir du moment où il y a déjà des reprises de l'école, de l'activité, même les lundis où il y a ville morte, ça veut dire que la situation s'améliore. Il y a un an, on ne pouvait pas circuler dans le nord-ouest et le sud-ouest le lundi. Deuxièmement, sur le plan militaire, sur le terrain, on a le sentiment réel du fait des rapports qui arrivent qu'elle est maîtrisée sur le plan militaire. Vous savez, le terrorisme, il peut prospérer sur des dizaines d'années. Un pays comme la France a tout un arsenal de plusieurs dizaines de milliers de militaires dans le territoire pour des risques de terrorisme. Donc, bon, couper une tête, égorger un individu qui n'a rien à voir avec la politique de Paul Biya au Nozo, ça pourra continuer à faire, mais ça n'empêchera pas que nos compatriotes qui ont été manipulés par cette aventure, par des commanditaires de cette aventure foireuse, dangereuse pour notre pays, que ces jeux-là ne reviennent pas à la raison. Et de plus en plus, ils vont se rendre compte qu'on les a entraînés dans une aventure foireuse. Donc, au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, la situation va s'améliorer. Sur le plan politique, en dehors de cela, moi je ne sais pas. Il y a les élections. Du moins, oui. On en reparle tout à l'heure. Oui, on va parler des élections. Allez, oui. Pardon, Emmanuel oui. Kouni. Oui, moi je voudrais... je ne fais pas des incantations. Quand il y a une situation comme celle-ci, moi, tout ce que je dis est factuel. Je m'en tiens aux faits. Donc, sur le plan économique... Avant l'économie, nous sommes encore en politique, notamment sur la crise Nosso. Ouais, sur la crise du nord et du sud-ouest, le président a dit clairement que pour ceux qui ne va pas, non, ceux qui s'obstineront, n'est-ce pas, à continuer cette œuvre-là, l'État va les combattre et va faire tout ce qui est en son pouvoir pour les mettre en état de nuire. Bon. Ça, c'est la position du président de la République. Bon, mais de l'autre côté, ces gens-là, ils envoient aussi des messages. Ils envoient des messages. Vous pouvez trouver que c'est des bandits, on ne doit pas écouter, on doit faire ceci, cela. Mais moi, je suis attentif à tout pour savoir comment va mon pays. Eux aussi, ils disent que pendant les élections, ils vont organiser des villes mortes, ils vont résister par rapport à tout cela. Et d'ailleurs, ils sont en train de poser des actes, ils brûlent les maisons de ceux qui sont candidats, etc. Ça se passe comme ça là-bas. Est-ce bien? Ce n'est pas bien, mais c'est le fait. Mon problème n'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien. Votre problème est de savoir si je constate que c'est ce qui se passe. Je constate que c'est ce qui se passe. Je ne suis pas d'accord, mais malheureusement, le fait que je sois d'accord ou pas, n'en les empêche pas de poser les actes qu'ils posent. Alors, maintenant, je me dis, est-ce que c'est en disant que s'ils ne sont pas, ils n'obéissent pas, on va continuer à les combattre? C'est le fait de le dire qui va mettre fin à cela. Je vous signale que depuis 3 ans, on dit la même chose. Non. Et depuis qu'on dit la même chose, oui, et puis voici M. Dibita, quand cette affaire a commencé, 2 mois on est arrivé ici, lui-même me disait que l'école est en train de reprendre progressivement. Mais l'ennui, c'est que nous sommes entrés maintenant dans la 4e année. Et le président Ekane est en train de dire la même chose, ça reprend progressivement. Ça ne va pas se passer comme ça, cher monsieur. Ça va se passer qu'on doit s'asseoir quelque part et régler ce problème. Mais si on pense qu'on doit penser que le temps va aider, on va avoir l'impression que ça va pas aller, ça va pas aller. On ne peut pas laisser le pays mourir comme cela, puisque nous avons déjà, d'autres parlent de 3 000 morts, d'autres parlent de 12 000 morts, on ne sait plus combien de morts il y a. 60 000, voilà. Et nous arrivons donc dans une situation où nous sommes dans un cul-de-sac. Non, on ne gère pas un pays comme cela. Quand il y a une situation, il faudrait qu'à un moment donné, que les différents acteurs fassent la paix de braves. Qui sont? Qu'est-ce qu'ils sont? Les séparatistes, il faut les appeler. Il faut les appeler. Ce n'est pas des fous. Vous ne pouvez pas me dire que... Non, mais attendez, si vous pensez qu'un criminel comme Fred Marshall, s'il venait à Yaoundé
et qui n'étaient pas d'accord, on devait laisser rentrer chez nous. Honnête. Le chef de l'État avait envoyé les ministres de son gouvernement aller aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, arrête le pour brouhaha, rencontrer ces gens-là. C'est pas de ça que je parle. On doit les appeler. C'est pas de ça que je parle. Quelle initiative? On doit les inviter dans la chambre de... Il n'y a pas de loup ici. Emmanuel Kounia. Laisse-moi parler. Ce n'est pas vrai. Je vous dis que les gens qui sont sur le terrain, on les connaît. Il y a les chefs de guerre. Il y a un monsieur comme Fred Marshall qui nous embête depuis il est sur le terrain. Il est aujourd'hui dans le Bialem, jusqu'à présent, on n'y entre pas. Le préfet de Libalem est à Bouya. Il est à Bouya. C'est faux, c'est faux, monsieur Kounié. Oui, je t'informe. Vous faites dans les incantations anti. Je t'informe. Tu peux dire ce que tu veux. Ce préfet a été installé à Bouya. Lors de son installation, ça ne s'est pas passé dans les Bialem. Que vous le vouliez ou pas, c'est les faits. Et je vous dis que un monsieur comme celui-là, je pense qu'il faut l'appeler, je ne sais pas où, pour lui dire d'arrêter ça. Il faut lui dire d'arrêter ça. On ne peut pas être tout le temps en train de dire, oui, ils vont déposer les armes, ils vont revenir, d'accord. Mais depuis qu'on le dit, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'organiser les élections. Les gens continuent à mourir. Et les gens continuent à menacer. Ils continuent à dire qu'ils vont faire une ville morte de 5 jours. Ils le disent. Et puis, nous savons que quand ils le disent, ils le font. Donc, on ne peut pas continuer à se nourrir de chimères dans cette affaire-là. Et vous allez faire le grand dialogue, cher monsieur. Ce grand dialogue, oui, c'est un grand dialogue. Mais est-ce que tous les acteurs y étaient? Parce qu'il y avait les partisans d'État unitaire, les fédéralistes y étaient, mais les sécessionnistes, ceux qui sont venus là, que vous appelez les sécessionnistes, ce sont des gens qui se sont déjà convertis. Donc ce n'était plus des sécessionnistes. Est-ce que les gens sont venus là-bas défendre la sécession et on les a convaincus de laisser tomber cette affaire? Ils sont là, on les connaît. Quel pays? Donc vous ne pouvez pas. Et puis vous m'avez dit, j'ai pu entendre dire que dès qu'on parle de la sécession, on va prendre les armes, on va les tuer, on va les chasser. D'accord. Mais l'ennui, c'est qu'il y a eu des pays, il y a beaucoup de pays où il y a eu ces problèmes et ces problèmes ont été résolus, mais ça n'a pas été forcément résolu par les armes. Aux États-Unis, ils l'ont fait. Et puis on ne peut pas dire que la sécession est impossible. Ça, on ne peut pas le dire. Puisque au Soudan, ça a eu lieu. Je n'encourage pas, mais sachant que si on s'amuse, on peut avoir ce type de problème. Non. Donc il faut le régler, pas comme un problème. Non, c'est pas mon souhait. Mais je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit pas arriver à la sécession, mais on ne doit pas faire comme si la sécession est impossible. Donc il faut régler ce problème sérieusement pour qu'on n'en parle plus. Mais ce qu'on est en train de faire là, on jongle, on dit on a fait ci, on a fait cela, ça nous conduit vers l'irréparable, cher monsieur. Donc il faut qu'on soit sérieux. La sécession du Cameroun est possible. Mais la sécession du Soudan a été possible. La sécession du Soudan, nous sommes au Cameroun. Dieu que le monde MRC dit sur ce plateau que la sécession du Cameroun est possible et c'est une option parmi tant d'autres telles que le fédéralisme des terres du terre. Vous l'avez dit, il a dit que c'est une option. Tu peux aller à Boyer. Il fallait aussi inviter ailleurs, mon cher ami. C'est pas la conversation. Il est présent, il va repréciser sa Je dis et je répète qu'il y a eu des sécessions dans le monde. Donc nous n'allons pas faire comme si c'est impossible. Donc c'est une option donc nous devons lutter. Mais la mort est possible. Mais on lutte contre la mort. Tout est possible. Dieu a créé le monde, vous n'avez rien créé du tout. Donc faites très attention, cher monsieur. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui. La mort est inévitable. La sécession aussi. Non, elle est évitable. On peut l'éviter. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Mais ce que je dis et je répète, et puis je voudrais que vous me faire comprendre, c'est que ces gens ont été endoctrinés. Ils ont mis des idées dans la tête. On ne peut pas tuer une idée avec les armes. On tue une idée avec des idées. Et pour qu'on soit sérieux, il faudrait qu'on trouve un moyen de parler à ces gens-là et les amener, n'est-ce pas, à cesser de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais on ne peut pas penser que on va seulement leur dire, mettez les armes à côté, venez vous mettre à genoux et que l'affaire doit finir. Ça ne peut pas se passer comme cela. Et il faut, quand il y a un rapport de force sur le terrain, on doit faire des efforts pour respecter ces gens-là et les convaincre, leur dire, bon, écoutez, quel est votre problème? Ils étudient, on dit que non, là, vous n'avez pas raison, vous êtes trompés, etc. Et enlever cette idée de leur tête. La CRTV même ne fait même pas le travail de communication qui doit être fait là-bas. Ils suivent d'autres télévisions. Laissez nos amis la CRTV. Donc c'est pour vous dire que ce qui est en train d'être fait n'est pas ce qui doit être fait, cher monsieur. On n'est pas dans le sujet. Vous avez amené le bilinguisme et le multiculturalisme. Ces gens vous ont posé un problème de bilinguisme. Vous amenez des solutions qui n'ont rien à voir avec. Ils ont posé un problème de fédéralisme, ils ont posé un problème de sécession. Si vous voulez qu'on aille plus loin, je peux vous le dire. Ils n'ont pas posé un problème de fédéralisme. Arrête mais c'est vous qui vous perdez vous-même, Ils n'ont jamais parlé de fédéralisme. Emmanuel, c'est vous qui parlez de fédéralisme et non Pour terminer, je voudrais dire que nous devons reconnaître que ceux qui nous gouvernent ont fauté.
Ah bon? Ils ont fauté pourquoi? Parce que quand cette affaire a commencé, quand il y avait le consortium, je suis convaincu que si on avait proposé ce qu'on appelait régime spécial au consortium, l'affaire s'arrêtait sur le champ. Ah bon? Si on leur avait proposé cela, mais à défaut de quoi, on les a mis en prison. Et l'affaire s'est aggravée, et maintenant, ça se complique. Des armes là-bas. Non. Merci Emmanuel. Ça c'est compliqué. Donc, il faut rapidement trouver une solution pour éviter qu'on ne tombe, n'est-ce pas, dans un engrenage de l'irréparable. Bon, écoutez, moi je ne suis pas en politique, vraiment, je ne sais pas. Quand M. Kounié, Emmanuel, dit il faut s'asseoir et négocier. Négocier sur quoi? Mais quel est le problème posé? C'est des fous. La session. Vous pensez que ces gens sont fous? Ils ne comprennent pas ce qu'ils font? Non, Mais alors, ils disent quelque chose. Emmanuel, est-ce que tout ce qu'on demande est fondé? Justement, il faut le démontrer. Si nous sommes là, ici, en train de débattre, je me fâche, je dis, il faut mettre le feu ici. C'est pas parce que j'ai demandé qu'on doit débattre de ça. Il y a des demandes absurdes. Un État, quel qu'il soit, le Soudan a été divisé en deux, pas en raison des Soudanais, toujours à côté, à cause de votre communauté internationale. Parce que c'est... Vous savez, l'Occident souhaite 150 États africains, 5 États en Russie et 3 États en Chine. Ne prêtons pas le flanc, cher monsieur. Ne prêtons pas le flanc. Je vous dis ce que tout le monde sait. Nos problèmes. Mais nos problèmes, on ne peut pas les régler avec des gens qui disent plus d'État au Cameroun. Comme il y a des gens qui disent il fallait reporter les élections. Vous ne savez pas que si le gouvernement avait décidé, ok, comme il y a des troubles, on va reporter les élections sine die jusqu'au jour où on va négocier et trouver une solution. Qu'est-ce que vous auriez dit? Ah, voilà, ils cèdent à des bandits, à des terroristes. Faites déjà les élections avant de tenir ce discours. Moi, je ne suis pas... je suis un citoyen, moi j'irai voter. Après, on va embrayer sur la question des élections. Emmanuel, regarde-moi dans les yeux. Moi, j'irai voter. Moi, et je voterai pour... Mais moi, j'irai pas. Je parle de moi. Je parle de moi. Moi, j'irai voter et je suis sûr que la très grande majorité des Camerounais... Non, tu n'es sûr de rien. Laisse ce que tu penses. Mais comment? Quand tu parles, je t'écoute. Mais tu n'es pas sûr. Pourquoi tu veux me dicter ce que je dois dire? J'ai dit donc que moi, je suis sûr que la très grande majorité des Camerounais iront voter. Tu crois? Et ceux qui n'iront pas voter seront une minorité. Si tu veux en faire un pari. Parce que nous aimons la majorité vote déjà au Cameroun. On parle du corps électoral, on ne parle pas de... on embraye avec les élections. Rapidement, je dis une chose. Le problème du MRC, de M. Kounié et compagnie, c'est que ils pensent qu'en politique, ce sont les sentiments qui guident les gens. Ce n'est pas les sentiments, c'est le rapport de force sur le terrain. Lorsque, comme l'a dit M. Basidekine, quelqu'un fait une proposition absurde, c'est le rapport de force qui va l'amener à ne plus la faire, pas la négociation. Parce qu'à partir du moment où elle est absurde pour son partenaire, absurde, c'est-à-dire en termes plus clairs, la sécession du Cameroun est absurde. Tout le monde le dit. Attends, non, vous ne le dites pas. Vous dites que c'est vous même vous une dites option. c'est possible. C'est possible. Elle est absurde. Vous nous donnez même l'exemple du Soudan. Elle est absurde. Sinon, on ne travaille pas. Elle est absurde parce qu'elle ne va pas dans les intérêts du Cameroun. Je suis d'accord. Balkaniser davantage ce que les Européens ont fait, c'est les Européens qui sont en train de le refaire, ça ne sert pas les intérêts de ton pays qui est le mien aussi. Donc c'est absurde. 2, c'est dangereux. Parce que quand il y a le crime, on demande à qui profite du crime. À qui peut profiter de la sécession dans nos pays? Aux Occidentaux. Absolument. Et là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ça leur profite. C'est pour cela qu'ils les fomentent, qu'ils les entretiennent, qu'ils les développent et qu'ils sont du côté de ceux qui veulent faire la sécession. Donc, et c'est dangereux. Parce que quand on prend l'exemple pour la sécession, les luttes de sécession font des dizaines de milliers de morts dans le monde entier. Les guerres civiles. Les guerres civiles. Il n'y a rien de pire. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour ce que tu dis. Donc commencez par dire, puisque vous êtes un homme politique qui semble dire qu'il aime le Cameroun, que la sécession ne doit pas arriver au Cameroun
parce qu'elle va contre les intérêts de ton pays. Si voilà, vous le dites, les Camerounais Il faut sortir cette idée de la tête de ces gens-là. Je suis contre la sécession et je voudrais qu'il n'y ait pas de sécessionnistes dans mon pays. C'est très bien. Et le disant, il faut comprendre que ce n'est pas avec les Vraiment, armes. Il faut sortir cette idée de leur tête. Et ce n'est pas en tirant des coups de feu. Moi, je suis la société civile. Mais vous savez, M. Kounié, ce n'est pas des gamins. Vous imaginez que des gens prennent des armes ou demandent aux gens de prendre des armes, fomentent ces sécessions, l'entretien, la finance. Vous pensez que c'est une question de leur enlever, leur dire que ce n'est pas bien ce que vous faites? Ils ont des options, des objectifs à atteindre, qu'ils veulent atteindre à tout prix, y compris en tuant des milliers de Camerounais dans la guerre, pas nécessairement de leur côté. Donc, ils veulent y arriver à tout prix. C'est le rapport de force Monsieur Kounié, c'est le rapport de force dans toutes les guerres, parce qu'il s'agit d'une guerre, qui détermine le moment du cessez-le-feu. Le moment du cessez-le-feu, c'est le rapport de force. Une seconde. Quand M. Herman Cohen dit qu'on ne s'en sortira pas avec la guerre, et que ces gens sont en train de soutenir la sécession. Moi, je n'écoute pas. C'est un élément du référentiel. Donc, on doit intégrer ça comme donnée. On doit réfléchir avec tout ça. Qu'est-ce qu'il a à faire on avec ne discute pas avec les criminels. On combat les criminels, M. Kounié. Nous allons combattre Herman Cohen. Nous allons combattre les mais évidemment. Oui. Quelqu'un qui n'aime pas mon pays, pourquoi tu veux que je le combatte? Quand les Oum décident de la lutte de libération du Cameroun pour l'indépendance, qu'est-ce que les Français disent et leurs amis? C'est impossible. Oui. Parce qu'ils n'ont pas les moyens militaires de le faire. C'est cette lutte-là, pas à pas, pierre par pierre, qui nous a amené même l'indépendance formelle. Si les Oum se seraient couchés en disant que les Français sont trop forts, on n'en serait pas là, M. Kounié. Donc on dit, les Américains ont beau être les maîtres du monde, on n'acceptera pas qu'ils viennent nous imposer la partition du pays. Voilà comment dit un patriote, M. Kounié. Et qui aurait pensé que le Vietnam serait vainqueur des États-Unis? Les faits sont là. Les faits sont là. Je vais m'ajouter même une chose dans ce qu'il a dit. Mais ils ont des droits, ils n'ont qu'à venir assassiner ceux qui les accusent. Hein. Ce sont les Anglais qui disaient aux Chinois ce qu'ils devaient faire dans leur pays. Aujourd'hui, ce sont les Chinois qui financent l'économie anglaise. C'est pour vous dire que si vous partez résigné, si vous partez résigné en disant on ne peut pas, alors ça ne vaut même pas la peine. Moi, ce que je veux dire à M. Kounié, c'est que vous êtes un aîné, et en tant qu'aîné, vous êtes censé montrer le chemin. Je suis un peu mal à l'aise, et je suis mal à l'aise quand je suis sur un plateau avec les membres du MRC, dont j'ai connu avant qu'ils soient membres du MRC, parce qu'ils avaient un certain discours, mais que je ne recouvre plus. Parce que lorsqu'on se dit amoureux de son pays, il y a 3 choses fondamentales avec lesquelles on ne joue pas. L'intégrité de son pays, la souveraineté de son pays, et enfin... Ça, c'est la palissade. Tout le monde sait ça. Vous n'allez pas venir faire les cours. On n'est pas dans la maternelle ici. Qu'est-ce que tu veux apprendre quoi? Et la troisième chose la plus importante... Et tu apprends ça à qui? C'est le développement de son pays. Parce que chacun veut voir son pays prospérer. Alors, quand je vous lis... Même les enfants de la maternelle pensent comme ça. Vous avez déjà enterré la première option. Quand vous dites que la sécession fait partie des options et qu'on doit s'asseoir avec des gens qui revendiquent la sécession pour négocier avec quoi? Les thèmes de la sécession, ou bien comment est-ce qu'on va les céder une partie de notre territoire? Ce n'est pas possible. Et ça montre évidemment que vous êtes déjà sorti du cadre républicain. Deuxième des choses, l'indépendance, la souveraineté. Lorsque vous passez votre temps à me citer les Cohen, les États-Unis, ils ont dit, franchement, je me pose la question, quel est votre orgueil personnel de vous dire vous êtes Camerounais et que vous parlez de votre pays et que vos références sont toujours les Cohen ont dit, les Bush ont dit, les Trump ont dit. Pour moi, être aîné, c'est vraiment une grosse déception. Ce n'est pas à vous de tenir ce discours. Et la troisième chose, comme l'a dit
C'est chimère, Comme l'a c'est dit- chimérique de penser que Non, je l'unité ne suis du pas, je ne suis Cameroun pas, je ne suis doit pas. être Comme maintenue l'a par dit tous les Patrick, moyens. On doit Camille, penser. Patrick Comme l'a Camille. Mais on ne doit pas le grand penser que frère, c'est impossible que ce qui n'est pas bon arrive. Comme l'a dit le grand frère, parce que tout à l'heure, nulle part au monde où la communauté internationale est en train de donner des grandes leçons de démocratie, on a eu un quelconque développement. Je veux même aller plus loin en parlant de la sécession. Tous les pays au monde, les grands pays au monde qui ont connu des mouvements sécessionnistes, que sont les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Espagne, La on peut Russie, citer récemment. même la Russie, même la Chine, aujourd'hui, même la Chine Oui. connaît ce problème-là. Je ne connais pas un seul de ces grands pays qui a organisé une conférence avec les sécessionnistes On les pour écrase. s'asseoir et parler avec ces gens. Je pense que nous, Camerounais, on est allé très loin dans l'esprit africain, l'esprit de famille, en convoquant tout le monde autour de la table. Il y a ceux qui ont pris sur eux la responsabilité de ne pas venir. Il y a ceux qui ont pris sur eux la responsabilité de ne pas recevoir les émissaires de la République. Mais ne faisons pas de cela le centre de gravité de notre pays. Le centre de gravité de notre pays, ce sont les Camerounais qui sont fiers de leur pays et qui veulent le construire ensemble malgré leur diversité. C'est pas une église. Et malgré qui sont leurs majoritaires différences dans le d'opinion. pays. Parce que C'est la première fois que Monsieur j'assiste à un Kouni, débat qui devient une église. Où il y a un pasteur qui est en train de prêcher. Je ne sais pas ce qu'il prêche, monsieur. Monsieur Kouni, je ne suis pas Tu es un pasteur. Bon, je pense Ça devient une église Ça, réveillée. c'est pas fini, permettez-moi Non, de finir. c'est terminé En maintenant. quelques secondes. C'est une église réveillée. En Je pense quelques qu'on a- secondes. Monsieur Kounier, Oui. est-ce que vous êtes prêt? Vous êtes prêt à donner votre vie pour que le Cameroun reste uni? Non, Donner ma vie. non, je vais Pourquoi pas, tu je vais me pas poses admettre cette qu'il question? réponde. Je vais pas admettre qu'il Tu as réponde. donné- C'est ça. On a Non, dit- non, Kounier, tu es non, prêt à non, donner la Emmanuel, Le non, président non. du MSC, Maurice Kamto, Absolument. en 2018, a dit Va qu'il Kounier. est prêt, lui, Va lutter au à Nord-Ouest. porter les Non, armes non. et même à perdre sa vie Non. pour défendre Les le territoire patriotes de notre pays. ont consacré Son leur président a vie dit, pour qu'on mais soit je suis quand même indépendant. déçu Ouais. qu'aujourd'hui, Et réunifier. votre Et institution- réunifier. Ouais. Cela veut dire que jusqu'à aujourd'hui, pour la réunification et l'indépendance, la souveraineté de notre pays, un patriote doit pouvoir donner sa vie. Alors dites-le, si Alors, vous y croyez. ça, c'était le premier jet sur le volet politique. L'autre temps fort attendu, Si ce donne ta vie, ce ça sont reste être Emmanuel blanc ou Kounier. noir, tu Je vois crois comment. qu'il faut qu'on change de sujet. Ce sont les élections du 9 février prochain. Selon le calendrier électoral au Cameroun, on aura les élections législatives et les élections municipales. D'ailleurs, on attend une dernière audience au niveau de la Cour suprême pour ceux des partis politiques qui n'ont pas été satisfaits de tout ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Cela dit, messieurs, un rendez-vous Non, au niveau du tribunal administratif, pardon. Au niveau du tribunal administratif. Alors, ça c'est le deuxième temps fort politique de cette année. Et le MRC, notamment, ses alliés ont choisi de ne pas Une partie de ses alliés. y participer. Alors, Eric qui est parti aux élections, c'est une partie des alliés du MRC. Prenez comme vous voulez. oui, une partie des On alliés. ne comprend pas, on dit ça. Une partie des alliés. Alors, Anissé Kane, Oui. un autre temps fort cette année de la vie politique au Cameroun. Vous savez, les élections sont un épisode dans la vie d'un pays. Elles ne règlent jamais tout. Dans aucun pays du monde. Le peuple s'exprime le jour des élections, qui est un jour formel d'expression du peuple, mais le peuple s'exprime et doit s'exprimer tout le temps, même en dehors des élections. Donc c'est pour ça que je veux dire que le fait de ne pas participer aux élections ne voulait pas dire que les gens ne doivent pas s'exprimer. Vous voyez que je vous donne la possibilité de rebondir dessus. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de ce Mais c'est un temps fort. Il est fort parce que nous sortons d'une élection qui a fragmenté le pays, qui a profondément divisé le pays, qui a introduit dans la vie politique un sectarisme tribal Qui n'existait ethnique pas avant. qui n'existait pas à ce niveau avant. Ça a toujours existé. Le néocolonialisme s'est bâti et se bâtit généralement sur la division pour mieux régner, sur le tribalisme, sur la fragmentation des communautés. Mais le désir de vivre ensemble, le désir d'intégration a calmé
cette situation avant l'élection présidentielle. Et on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues dans ce pays. Il y a eu des tribalistes dans le pays, il y a eu des relents de tribalisme, de repli identitaire, mais jamais assumé, comme ça a été le cas pendant la campagne et depuis la campagne. C'est ça l'élément du Conseil constitutionnel. Et c'est ça l'élément majeur à la sortie de l'élection présidentielle. Il faut donc que pour ces élections, c'est du moins le sentiment de la grande famille péciste, qu'on arrive à reconstruire, à reconsidérer le pays, pas comme un agrégat ou un puzzle de bantoustans ethniques ou tribalistes, mais sur les programmes, sur les idées, sur la vision politique. Et c'est en cela que la situation est importante aujourd'hui, ces élections. Et c'est pour cela que, à différence peut-être des autres alliances, nous sommes dans une alliance politique. Le rassemblement des UPCistes, ça a une orientation politique, ça a une vision politique. On n'a pas fait des alliances communautaristes comme un certain nombre de listes ou de dirigeants politiques l'ont fait. Emmanuel Cogné. Oui, je dis que ce que le président Ekane a dit est très pertinent. Nous avons assisté à une élection présidentielle très dommageable pour notre société. Il y a eu des situations assez graves, pour ne pas dire gravissimes. Mais il faut noter également qu'il y a eu des grandes premières. On n'a jamais vu, comment dirais-je, le Conseil constitutionnel siéger de cette manière. À ciel ouvert. Premièrement. Deuxièmement, avant d'aller à toutes ces élections, on a toujours dit qu'il fallait un code électoral consensuel. Mais il établit qu'une seule personne, fût-il notre chef à nous tous, choisit tout le conseil électoral, choisit tout le conseil constitutionnel, et pour terminer, est lui-même candidat, et il dit allons-y. Si on est cohérent, si on est un peu structuré dans la tête, on doit comprendre que ce jeu-là n'est pas un jeu loyal. Il n'y a pas de loyalisme dans cela. Ceci étant, on a dit aux autres, écoutez, même si on choisit des militants du RDPC pour construire les camps, pour construire le conseil constitutionnel, c'est quand même des Camerounais. Donc ils peuvent, le moment venu, se comporter mieux. Mais on s'est rendu compte, après les élections présidentielles, que c'était tout simplement terrible. Que c'était tout simplement terrible. Et il y a eu beaucoup de discussions. Et ces discussions ont provoqué tout ce que vous avez vu, les gens sont allés en prison, etc. Il y a eu beaucoup d'incidents. Maintenant, on a fini cette élection, on nous dit, voilà une autre élection, allons aux élections. Mais attendez, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui nous fait croire que les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets? On va faire quoi aux élections? On va aux élections avec les mêmes gens pour qu'ils viennent faire le même théâtre qu'ils ont fait pendant les élections présidentielles. Un homme normal, bien structuré dans la tête, comprendra que ces gens vont se comporter de la même manière. Et pour ma part, moi je suis parti du SDF pour aller au MRC 3 jours avant la clôture des listes. Et j'ai dit là-bas quand j'arrivais que je ne venais pas pour les élections. Et que je pensais que la seule élection qui compte, c'est les élections présidentielles. Parce qu'il faut changer le leadership. Il faut changer le leadership dans ce pays. Parce que M. Biya, le président de la République, c'est quelqu'un, un être humain comme tous les autres. Il est arrivé en 62. Il a géré le Cameroun avec M. Haïdjo dans la dictature. Il a été Premier ministre d'un dictateur. Et en 82, il a pris le pouvoir dans un parti unique. Lui-même a été un bon dictateur pendant 10 ans. En 92, de 82 à 92. Qu'on nous dise aujourd'hui qu'il va se refaire une virginité, nous on espère tout cela, mais on se rend compte que ce n'est pas possible. Donc, pour ma part, s'il n'y a pas d'élection présidentielle qui puisse changer le leadership, je pense que aller aux élections pour pouvoir dire, bon, on a 3-4 députés, parce que la déformation est telle que, même quand on envoie des lois à l'Assemblée, on ne permet même pas qu'on change une virgule. Vous avez vu à la dernière loi, le code des collectivités territoriales décentralisées, les députés ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne prend en compte aucun amendement? On dit, le gouvernement a décidé que. Ça veut dire que ces gens, non, ne sont pas du tout des démocrates. Merci. Et qu'ils sont en train de faire semblant de nous apporter une démocratie. Et si on pense qu'on veut vivre dans une démocratie, vraiment, on doit se mettre à cause de cette affaire. Personnellement, je n'irai pas voter. Évidemment. Et je demanderai à tous ceux qui me soutiennent, qui sont comme moi, de me suivre. Évidemment. Bon, maintenant, si les gens veulent aller voter, qu'ils aillent voter. Mais moi, je ne peux pas participer à une mascarade pareille. Merci, Emmanuel. Et là, vous rappelez simplement la position du MRC, votre parti, qui a décidé de ne pas participer Tout à fait à ces élections. J'adhère entièrement.
Anis Patrick. En fait, ce que M. Kounier m'a interpellé là à la fin, il m'a même coupé à la fin quand j'étais en train, il m'a parlé d'évangélisation, que je suis en train d'évangéliser. L'église réveillée. Je vais même le faire maintenant. Peut-être que votre discours commence à le séduire. Hein? Je vais même le faire maintenant. Peut-être que votre discours était déjà en train de... Moi, je suis comme vous, parce que c'est vous les aînés qui nous avez élevés. Je crains Dieu. Et chaque jour, quand je me lève, je prends ma Bible, je lis un verset de la Bible, je lis pas ça. Prie et je sais. Ça dépend. Ouais, donc ne me parle pas je parle de la foi. Hein. La foi, c'est pas seulement le Dieu des Blancs. Je suis un Et voilà. Et moi, j'ai lu ce matin 1 Timothée. Quand je me suis levé le matin, j'ai lu 1 Timothée, j'ai lu plusieurs passages. Mais il y a un passage qui m'a beaucoup intéressé. C'était le passage, c'était le verset 3 du chapitre 4. Ça dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. et quand M. Dipita m'a appelé vers 15h pour me dire qu'il souhaite que je sois parmi ses invités, et j'ai vu la liste et j'ai vu vos pronoms. J'ai dit, voici un père qui a été séduit par les démons, ou bien par les doctrines des démons. Non, Dipita, je l'ai dit, c'est mon père, et je lui ai dit, il a été séduit par un mauvais discours. Je veux m'expliquer. Oui, mauvais discours, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est un mauvais discours. Celui-ci peut penser non, ce n'est pas des convictions. Je vais vous dire pourquoi. Je vous dis pourquoi. Patrick, je connais M. Je vais vous laisser poursuivre. Je vais vous laisser poursuivre. Vous savez que nous sommes dans un environnement de stigmatisation très... Non, je ne stigmatise pas les gens. Je parle des idées qui sont portées, qui sont des idées. C'est pour ça. Moi, je ne lis pas la Bible. C'est une métaphore. C'est une métaphore. Mais maintenant qu'elle finisse. Et justement, c'est sur les métaphores que s'appuie cette mauvaise ambiance que l'on vit, notamment sur les réseaux expliquer ce que j'appelle la doctrine des démons. Je propose qu'on ne tienne pas compte de ça. Je vais expliquer ce que j'entends par doctrine des démons. Non, je ne vais pas vous laisser de votre... Non, il faut que je vous l'explique. Non, Patrick. Ça n'a rien de stigmatisant. Vous avez botté en touche c'est une histoire de la République. Non, attention. Je vous ai dit une chose. Non, attention. Dieu est démon pour les démons. Non, une seconde. Dieu est le démon des démons. Vous avez bien fait de corriger tout à l'heure en parlant de discours, et je préfère qu'on aille sur le mauvais discours, comme vous l'aviez. Oui, voilà. Le mauvais discours. C'est mieux Il y a une mauvaise doctrine. Peut-être pas la doctrine des démons, mais c'est pas loin de là. Parce que dans la République, il a parlé de l'élection. Moi, le fait marquant de l'élection, ça a été le comportement de certains après les élections. Lorsque je vois des jeunes Camerounais qui se revendiquent être les soutiens d'un des candidats à la présidentielle, se lever en France, en Allemagne, dans d'autres pays, alors que les ont même d'abord refusé de s'inscrire pour aller voter, aller menacer leurs compatriotes parce qu'ils ont exprimé d'autres opinions que les leurs, parce qu'ils ont voté d'autres candidats que leurs candidats. Ils vont jusqu'à s'attaquer aux chefs traditionnels. Pour moi qui suis bantou et qui connais la valeur de la tradition et donc de la chefferie traditionnelle, je vois des enfants, parce qu'ils ont été, disons, matraqués par une certaine idéologie politique dangereuse, qui consiste à aller en guerre contre ceux qui ne pensent pas comme eux. J'ai suivi les injures sur les plateaux, j'ai suivi les injures sur les vidéos, j'ai vu ces jeunes entrer dans les ambassades de mon pays pour aller saccager, alors qu'aujourd'hui, il y a un dictateur quelque part au monde qui a tué un général parce que la façade de son ambassade a été attaquée par les habitants d'un pays, alors que dans mon pays, parce qu'on s'est dit démocrate, on n'a rien fait à ces gens-là. Ceux qui ont été arrêtés, donc accusés d'être des commanditaires, ont été relâchés. Parce que même quand Dieu décide de perdre quelqu'un, il donne toujours une seconde chance. Et Dieu a touché son fils Paul Biya. Il a touché sa magnanimité
pour qu'ils libèrent ces gens-là, Mais c'est pour pénible, qu'ils leur permettent de revenir sur le droit chemin. Mais qu'est-ce qu'ils font? Lorsque les diables jouent les balafons dans la tête de quelqu'un, même Dieu a de la peine à sauver cet individu. Merci. Parce qu'à peine on les libère, ils ont fait comme s'ils étaient revenus sur le droit chemin. Ils nous ont annoncé qu'ils revenaient à la vie politique. Ils ont même annoncé qu'ils allaient aux élections. Ils ont annoncé qu'ils avaient créé une commission d'investiture. On a vu les candidatures foisonner dans les débats, dans les réseaux sociaux, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple de Dieu, le peuple camerounais a vomi ces gens. Merci. Ce qui fait que quand ils sont partis voir le peuple pour demander au peuple de venir candidater à leur nom, le peuple de Dieu a refusé. Il a dit non, Patrick, vous êtes les démons, on ne veut pas de vous. Et c'est pour ça que je dis à mon frère, à mon père, faites attention, revenez dans la République, sortez de la prédiction. Sortez de la prédiction. Je vous ai connu dans le SIF. Je vous ai connu un homme franc, un homme qui disait la vérité, mais depuis un temps, vous avez glissé dans l'ignominie, vous avez glissé dans ce qui est de plus mauvais, à savoir la haine de son pays. Patrick, je le disais tout à l'heure. C'est pénible. Moi, je vous ai dit que ça sera très difficile de faire un débat avec un pasteur comme ça. Emmanuel. Qui devait être une diarrhée de je ne sais pas quoi sur le plateau. Je le disais tout à l'heure, on ne va pas laisser passer... On va pas laisser passer des mots non, je vais dire, conventionnels. On va traiter personne de démon et tout ce que ça comporte. C'est une métaphore. Non, même pas en métaphore. Ça conduit souvent à des dérives incontrôlables. Donc je suggère que ce mot-là soit... Bien, moi je suis vraiment surpris, n'est-ce pas? Vous êtes tous surpris. Emmanuel nous dit le président Biya a été le premier ministre d'un dictateur. Lui-même a été dictateur. Le parti unique. Comment voulez-vous qu'un dictateur change de nature? Moi, je me pose simplement la question. Le président de votre parti, il a été le ministre de M. Biya, non? Et puis alors, lui, il a travaillé avec le dictateur. Est-ce que moi, je dis qu'il n'a pas travaillé là-bas? Et parce qu'il a fait, il est foncièrement mauvais. Il n'avait pas de pouvoir. Il n'a jamais pu le pouvoir. Voilà. Il n'a jamais pu le pouvoir. On lui a mis l'accord C'est un agent d'exécution. Pour en faire un ministre. Il travaillait là-bas, c'est tout. On lui a mis l'accord de coup pour être ministre. Le jour où il a dit qu'il ne veut plus être ministre, est-ce qu'on l'a arrêté? Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Je veux insinuer que vous ne devez pas émettre des jugements définitifs parce que le président a été ministre et premier ministre d'un dictateur, alors c'est fini, il n'y a plus rien de bon qu'on puisse attendre de lui. C'est pas ça. Après lui-même a pris le pouvoir. Il a géré son parti unique où il avait tous les pouvoirs également. Donc il a exercé. Et M. Kamto a été ministre dans cette situation-là. Dans quelle situation? Il a fait quoi? Il a pris quel pouvoir? Je ne reproche pas au président. Si les ministres n'ont pas de pouvoir, pourquoi embête-t-on monsieur? On dit que M. John Gouté se prévaut de ce qu'il n'est pas. Il se prévaut de rien du tout. Il se prévaut non, de rien du tout. Il s'en va négocier au nom du gouvernement. La preuve, quand il parle, M. Kamto a été à La Haye. Il a plaidé pour le gouvernement du Cameroun, auquel il appartenait d'ailleurs. Alors, vous oubliez ça? Vous voulez vous fourvoyer volontairement? Non, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est observons les gens, comment ils se conduisent aujourd'hui, quelles sont les intentions qu'ils affichent, mais ne nous figeons pas sur le passé. Parce que sur le passé, vraiment, on ne s'en sort pas. Voilà ce que je voulais dire. Allez, c'est quand les élections du 9. Oui, je veux dire que, vous savez, quand on est dans un parti démocratique, on débat. On ne subit pas ce que dit le chef qui apparaît là comme un gourou. Oui. Tous les Camerounais peuvent suivre une vidéo où le président du MRC dit que jamais
ils ne feront la politique de la chaise vide. Voilà. Et qu'ils iront aux élections que le gouvernement ne compte pas sur eux pour les boycotter. La vidéo est là. Je suis d'accord. Tout à fait. Je veux prendre la parole également. On dit c'est vrai qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie. Mais on n'a jamais dit que un sage doit faire des revirements de 180 degrés. On ne peut pas en même temps, moins d'un mois, avoir deux discours aussi contradictoires. D'autant plus qu'on a affaire à quelqu'un qui est dans la vie politique, qui a déjà participé aux élections, qui a été dans ce régime, qui devait normalement le connaître profondément, y compris son chef. Ne pas avoir, par rapport à ce régime, des points de vue, j'allais dire, apparemment, non pas objectifs, apparemment bien calés dans leur tête. On ne peut pas se tromper d'un régime en l'espace de mois. Nous savons que nous avons affaire de Poedio, un régime néocolonial. En tout état de cause, on va lutter avec ces données-là. On ira aux élections, sachant qu'en face, il y a des tricheurs. Mais on a décidé que, pour le moment, voilà la solution. On ne peut pas du jour au lendemain dire que ce régime peut assurer une élection normale. On va aux élections, on perd les élections, on dit qu'on les a gagnées, on fait des manifestations, on n'assume pas le fait qu'on ait fait des manifestations non autorisées par ce régime dictatorial, on sort de prison, on dit bon, dorénavant, plus de politique de chaise vide. Quelques semaines plus tard, on dit exactement le contraire. Il y a au moins, pour un analyste objectif, quelque chose qui ne va pas. Et c'est là où on fait intervenir des éléments particuliers. J'ai le sentiment que ce qui intéresse le président de M. Kounié, ce n'est pas l'intérêt du pays. Ce n'est même pas l'intérêt de son parti. C'est des projections par rapport à l'étranger, qui est en accord parfait avec ces déclarations. Il a suffi que M. Kamto dise que les élections ne peuvent pas se tenir dans ce contexte, que tout de suite, les Américains ont approuvé. C'est comme si c'était un envoyé spécial qui devait anticiper sur la position des Américains. C'est en cela que moi, M. Kouni, je vous plains. Je vous plains d'être dans un parti où le chef du parti, c'est un gourou. Peut-être que sa présence au sein du régime RDPC lui a appris que le président d'un parti, c'est un gourou. Peut-être. Parce que M. Mani parle également du Fils de Dieu. Peut-être que vous êtes exactement dans la même configuration que les présidents de parti. Vos présidents sont des dieux ou des envoyés de Dieu sur terre. Sinon, on ne peut pas expliquer comment des membres du parti, cadres du parti, aient décidé, aient fait des dossiers, aient déclaré en public qu'ils vont aller aux élections et que du jour au lendemain, le gourou décide exactement le contraire. Appeler le gourou, ça vous engage. Mais ce que je voudrais dire, c'est que vous avez touché le doigt dans la plaie. Et justement, c'est pour ça que ce régime va faire même 100 ans. Quand les gens sont comme vous, ils raisonnent comme vous. Vous pensez que vous êtes dans un référentiel, vous êtes des personnes normales dans un référentiel anormal. Et c'est justement pour ça que les gens vont faire 1000 ans au pouvoir. Quelqu'un a fini un grand dialogue. Il est allé vous dire qu'il allait rendre compte à un autre président. Ça veut dire que le commanditaire du dialogue est ailleurs. Et en 92, Foundi a gagné les élections. Mais il ne pouvait pas devenir président. Parce que lui n'avait pas son commanditaire. Celui qui a dû prendre le pouvoir était là. Il jouait sur plusieurs tableaux. Bon. Si M. Kamto dit qu'il... Vous parlez à quelqu'un qui était là, monsieur. Oui, attendez. Mais vous savez ce que Foundi a fait en 92? Il a fait exactement la même chose que M. Kamto. En quoi faisant? Foundi est allé aux États-Unis, aller chercher sa place de président. Avec l'appui des Américains. C'est à quelque chose près le même comportement. Ce que je voudrais vous dire, c'est que si M. Kamto a dit je vais aux élections, et après il dit je ne vais pas aux élections, c'est plutôt la question à se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a forcément des éléments nouveaux que vous n'avez pas,
qui sont passés. Ils sont publics. Et puis, c'est pas forcément... Pourquoi vous souhaitez que ce soit public? Il y a des éléments nouveaux. Et quand vous n'avez pas les éléments qui le déterminent à le dire, vous devez au moins respecter le confort de l'intéressé. Si vous pensez que... Les Camerounais ont droit de savoir qu'est-ce qui a motivé la décision du MRC, oui ou non? Non, vous n'avez pas le droit de tout savoir. On n'est pas obligé de vous dire tout. Et puis, si vous pensez que ce qu'il a fait est complètement absurde, comme vous essayez de le dire, ça veut dire que vous pensez que lui-même ne comprend rien. Et je ne suis pas certain que vous comprenez mieux que lui. Oui, parce que si c'est entre vous et lui, puisque c'est vous qui parlez, si vous êtes face à M. Kamto, je ne pense pas qu'il y a un Camerounais qui peut penser que vous comprenez ces choses-là mieux que lui. Je voudrais donc vous dire. Parce que M. Kamto est venu nous voir avant l'élection présidentielle. Et on lui a dit exactement ce que je vous dis là. Vous savez, et vous savez... Mais il a pris tout cela, vous savez, il a géré tout ce que vous avez dit. La politique, ce n'est pas pour les novices. Qui est novice? Personne n'est novice. Voici un novice qui est en train de donner tous les dons d'oiseaux. Bon, ce que je voudrais dire donc, c'est que le fait qu'il ait dit qu'il allait aux élections et qu'il dise qu'il ne va pas aux élections ne fait pas de lui un con. Ça veut dire tout simplement que les éléments nouveaux qui l'ont déterminé, n'est-ce pas, à prendre la deuxième position, vous ne les avez pas. Et puis, si vous pensez que c'est quelqu'un de respectable, restez dans cette situation. Continuez à chercher à savoir pourquoi entre 4 semaines, il a pris la position inverse. Et les motivations, les raisons, les déterminants de cette nouvelle position existent. Merci. Vous ne les avez pas, ça ne suffit pas pour penser qu'il n'a pas compris. En 20 minutes, c'est vous qui n'avez pas compris. En 20 minutes, on va brosser rapidement la situation économique. Et sociale. Non, on n'a pas prévu le social. Davantage économique, bon, je veux dire le social, oui, c'est se greffer, voilà, sur l'économie. Et on va terminer en sport. Non, on est en train de débattre. Non, mais vous avez 30 secondes. Vous savez, quand j'ai parlé de Dieu, c'est parce que au président Anissé Kanedon, il dit qu'il a parlé de Dieu, c'est parce qu'en fait, il est fils de Dieu. C'est parce que nous sommes tous des fils de Dieu. Et c'est à travers nous que Dieu réalise, je suis le fils d'Ernest Wandé, vous voyez. Œuvres. Je suis le fils d'Ernest Wandé. Et il y a une chose que M. Kouy vient de dire. Il y a une chose que M. Kouy vient de dire, et ça rejoint exactement ce qu'il disait. Vous savez, quand Dieu veut perdre quelqu'un, il commence d'abord par le rendre fou. C'est d'abord la première chose. Ça, c'est les dieux grecs de l'Antiquité. Je parle des dieux grecs de l'Antiquité, même de nos dieux, même dans nos villages. On considérait dans la culture africaine qu'on Patrick, on attend 4,3%. C'est un membre d'une famille qui a été maudit. Patrick, on attend 4,3% de croissance cette année. On tombe blabla dessus de village. On attend 4,3% de croissance. Emmanuel Kounié, on attend 4,3% de croissance. Les Camerounais attendent de voir le taux du chômage baisser. Il y a bien d'autres problèmes, des questions énergétiques, des questions d'eau. 2020, économie, quelle perspective, Emmanuel? Non, moi je crois qu'on a déjà raté le cap. On a raté le cap. Nous sommes le 7 janvier. Oui, on a raté le cap. C'est pas cette année qu'on a raté le cap. Vous savez, nous avions eu un document de stratégie pour la croissance et l'emploi en 2010. Qui a été mis en œuvre en 2010, qui avait un certain nombre de contraintes. Il était question de tout faire pour avoir au moins, pendant une durée de 5 ans, un taux de croissance de 5% pour nous mettre dans la trajectoire de la croissance. Mais nous avons eu, en 2017, en 2016, 4,8%, en 2017, 3,7%, en 2018, 4,1%, en 2019, 3,9%, et maintenant on nous parle de 4%. Et le président dit que ça nous permettra de nous consolider sur la trajectoire de la croissance. Ce n'est pas vrai. Parce que cela ne peut pas être vrai, parce que si nous avons ces taux de croissance-là, ça veut dire que la richesse qui doit nous permettre, n'est-ce pas, de nous mettre en piste pour la croissance ne suffit pas. Dans ce même document, on nous a dit que le sous-emploi devait passer de 75,8% à 50% en 10 ans. Mais on se rend compte que le sous-emploi a peine plutôt augmenté, parce que le sous-emploi est à près de 80%. Ah bon? À près de 80%, oui, le sous-emploi.
Quand on parle de sous-emploi, ça ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas. Les Ben Skinner et tout ça, machin. Tous ces gens sont dans le sous-emploi. On avait prévu que le taux de pauvreté devait passer de 39,9% en 2007, à 2007, on devait arriver à 2020 avec, ça devait baisser de 10%, ça a baissé de 3%. Donc tous les chiffres qui ont été prévus dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, aucun chiffre n'a été atteint. Et maintenant, le ministre du Plan est venu à Douala, je crois que c'était en juin de l'année dernière, pour nous faire comprendre que le cap n'a pas été atteint et que eux, ils pensaient qu'il fallait voir dans quelle mesure on devait, n'est-ce pas, faire en sorte que le secteur privé devienne le moteur de la croissance économique, qu'on puisse s'appuyer plutôt sur le secteur privé. Mais ce secteur privé dont il parlait, et on lui a posé la question dans la salle, on va le trouver où? Les entreprises, les PME qui constituent le secteur privé ont des dettes qu'on ne paye jamais. Ils sont à plus de 500 milliards entre les mains de l'État. Ces entreprises sont toutes mourantes. Vous allez faire comment pour structurer le secteur privé pour que, n'est-ce pas, ils puissent porter la croissance? On lui a posé la question de savoir, le Cameroun est le seul pays au monde où les entreprises demandent l'argent de l'impôt à l'État. C'est-à-dire que les crédits de TVA, l'État garde les crédits de TVA par devers lui, refuse de reverser cet argent qui appartient aux entreprises. On n'a jamais vu ça. Alors, l'État torture complètement le secteur privé. Alors maintenant, vous êtes en train de dire que nous cherchons à avoir des bonnes perspectives. Regardez tous les secteurs. Si on va dans le secteur de l'énergie, les délestages ont repris de plus belle dans la ville de Douala. On ne parlera plus. Je crois qu'on désespère même. Parce que même à Bonanjo, même à Bali, où j'ai mes bureaux, nous avons des délestages pendant des journées entières. De l'eau potable, on n'en parle pas. Le Cameroun est le seul pays où la corruption est atteint un niveau inimaginable. Un stade qui coûte, le stade de Olembe, va finir par nous coûter 300 milliards. Le même stade va coûter 60 milliards au Burkina Faso. Alors tout cela, dans un environnement comme celui-ci, ne nous permet pas d'espérer à quoi que ce soit. Moi, je crois que le chef de l'État, dans son discours, n'a donné aucun chiffre. Pour la simple raison qu'il n'avait en réalité pas de chiffre à donner. Le seul chiffre qu'il nous a donné, c'était le taux de croissance de 4%. Mais il ne nous a pas dit où est-ce qu'on était avant. Il ne nous a même pas dit comment on a cheminé pour arriver là-bas. Il a parlé de taux de croissance de 4%. Il nous a dit que si on atteint ce taux de croissance de 4%, on va se mettre dans la trajectoire de l'émergence. Mais je vous dis, dans le document en question, ce taux ne permet pas, selon le document que eux-mêmes ils ont validé, de se mettre dans la trajectoire de l'émergence. Simon Basseleki. Oui, merci. Moi, ce que j'ai retenu du discours du président de la République, c'est un concept nominal. Il a dit qu'on va partir avec un Cameroun nouveau. Parce que, ainsi que vient de le rappeler Emmanuel Kouné, pour une fois, je ne suis pas diamétralement opposé à tout ce qu'il a dit. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est véritablement inquiétante. Je rappelle que le Cameroun est l'aîné du Nigeria. Parce que nous sommes indépendants le 1er janvier 1960. Le Nigeria, c'est en octobre de la même année. Alors, toute l'industrie au Cameroun est détenue par les étrangers. Que ce soit un Nigérian qui part du Nigeria et qui viennent fabriquer du ciment au Cameroun, ce n'est pas une bonne chose. Les chiffres, la situation macroéconomique a brossé le président de la République n'est forcément pas faux. Sauf que quand on regarde sur le plan macroéconomique, on ne voit pas la situation réelle. Comme disent les gens, la macroéconomie, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que comment justifier que le niveau des revenus, le niveau des salaires, aussi bien à la fonction publique que dans les entreprises privées, soit aussi bas dans notre pays? Parce que qu'est-ce qui fait le développement d'un pays? Comment arrive-t-on à faire l'accumulation primitive du capital pour créer des entreprises? Ce n'est pas en trichant, ce n'est pas en détournant. C'est tout simplement que les salaires doivent être à un niveau, les salaires et les autres revenus, ceux des paysans comme ceux des travailleurs, doivent être à un niveau tel que quand ils ont consommé l'essentiel, eh bien, il faut qu'ils puissent épargner. Parce que l'épargne d'aujourd'hui,
c'est l'investissement de demain. Si M. Dangote peut partir du Nigeria avec des milliards pour venir investir, c'est parce qu'au Nigeria, le gouvernement s'est organisé pour que le niveau des revenus soit acceptable. Il ne peut pas en être autrement. Et c'est ça, c'est d'une logique implacable. Donc, le président de la République qui a annoncé un Cameroun nouveau devrait, à mon avis, revoir totalement le niveau des revenus. Nous sommes dans un pays où, dans une même entreprise, pour les mêmes postes et pour le même travail, les étrangers sont payés 10 fois, 15 fois ce que sont payés les nationaux. Ça veut dire que le pays lui-même reconnaît que le niveau des salaires donnés aux nationaux est très bas. Merci. Donc, je n'ai pas terminé et je vais terminer. Donc, à mon avis, le Cameroun nouveau doit revoir totalement le système de la distribution du gâteau national. Doit veiller à ce que des gens, comme ça, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est resté au gouvernement 7 mois et on l'a attrapé en disant qu'il a détourné 7 milliards. Il faut mettre en place des mesures qui permettent de veiller, de surveiller, de contrôler les décideurs afin qu'ils ne se livrent pas à des extravagances de cette nature-là. Mais je suis certain, je suis enseignant, je connais la jeunesse camerounaise. Si des mesures sérieuses sont prises, vraiment il ne faut pas 5 ans pour que l'économie de ce pays soit totalement révolutionnaire. Patrick Dupré. Ok, j'aurais aimé que l'ancien d'économie, parce que moi aussi je suis économiste comme vous, j'aurais aimé que l'ancien d'économie mette l'accent pour expliquer les raisons du non-atteinte des objectifs. Parce que quand on fait une analyse économique, et vous le savez bien plus que moi, il faut toujours être dans les explications. C'est-à-dire, on voit la situation macroéconomique, et quand on fait les projections, comme l'a dit M. Kounié, qui ont été faites en 2007, c'était fait dans quelle perspective, dans quel environnement, quel était le schéma sur lequel le gouvernement s'était mis, n'est-ce pas, pour faire ces prévisions-là. Est-ce que les prévisions, aussi bien en matière de consommation, de climat et autres, est-ce que ça s'est réalisé tel que c'était prévu? Donc il y a toutes ces questions-là. Et puis il y a un petit absurde que vous avez eu à faire. Si Dangote vient au Cameroun, ce n'est pas parce qu'on a augmenté les salaires au Nigeria, c'est parce qu'il y a la consommation du ciment qui est au Cameroun, parce que ce ne sont pas les Nigériens qui viennent consommer. Ce ne sont pas les Nigériens qui viennent consommer le ciment qu'il va produire ici, c'est plutôt nous les Camerounais. Donc il vient au Cameroun, il vient au Cameroun parce qu'il y a un marché porteur sur le secteur de la construction. Et parce qu'il a les moyens. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés en 2007. Et ça peut s'expliquer. La crise de 2008, que vous connaissez très bien, la crise des subprimes aux États-Unis, il y a eu la crise de l'endettement dans la zone euro. Il y a même de 20 ans, il y a eu tellement de crises. Maintenant, au niveau interne, même il y a eu la crise au niveau de la CEMAC, où certains pays ont joué un peu avec leur dette. Ils sont allés à plus de 100%, et maintenant ça nous a joué un sale jeu au niveau de nos devises, au niveau de la banque centrale, parce que tout le monde pouvait prendre à plus que ce qu'il contribue avant qu'on échange la règle en 2016. Et en plus, là, il y a la crise sécuritaire, parce qu'il ne faut pas penser que tout se limite au nord-ouest et au sud-ouest. Depuis 2009, le Cameroun est en guerre contre Boko Haram. Ça a demandé à ce qu'on fasse des ajustements. Qui traversent la frontière. Justement, toutes ces guerres ont demandé au gouvernement de faire des ajustements. Et ces ajustements-là
et sans oublier la chute du coût de baril de pétrole pour une économie comme la nôtre, qui compte pour la plupart de ces recettes, n'est-ce pas, ces exportations. Donc, lorsque le coût du baril de pétrole passe de $80 à $30 en 2 ans, forcément, ça a un impact sur les revenus et sur les investissements. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on a utilisé tous les autres leviers que notre pays nous permet sur le plan économique? On va dire non. C'est pour cela que l'État reste optimiste. Merci. Parce qu'il voit qu'il y a des leviers qu'on peut actionner en dehors des leviers traditionnels, et il se dit, si on va verser levier, ça va. Et c'est pas dire que son discours, il fallait bien le suivre. C'était un discours d'analyse en disant ce qui a marché, ce qui n'a pas du tout marché. Je voulais juste dire que ce n'est pas en 1980 que nous avons des salaires de catéchistes. Depuis 1960, depuis avant l'indépendance, quand on devient indépendant, le gouvernement aurait dû revoir le niveau des revenus. Il n'a pas fait. Vous connaissez pour les salaires. C'est dû à la lutte contre l'inflation, qui est l'un des objectifs, n'est-ce pas, que vous connaissez, que la Banque centrale mène. Et c'est pour ça que nous autres, on a du mal à comprendre la politique de la BIAC. C'est très bien. Donc c'est la lutte contre l'inflation. Ce qui me gêne dans ce débat, c'est que les panélistes n'abordent pas la structure de notre économie. C'est la structure fondamentale, c'est l'analyse fondamentale. La structure de notre économie, de notre pays, ne peut pas permettre à ce qu'il y ait un taux de croissance important et que les résultats satisfassent les besoins fondamentaux de ces populations. On a une économie structurée, extravertie vers l'Occident. On a beau... Les étrangers font du bénéfice et le on a beau trouver des arguments conjoncturels, la crise pétrolière, la crise des primes, la crise sécuritaire, la structure de notre économie ne nous permet pas d'assurer le bien-être de notre population. C'est en cela qu'on rattache cela à la politique. C'est-à-dire que tant que la vision politique, l'orientation politique du Cameroun en matière économique ne va pas venir d'un gouvernement d'abord soucieux des intérêts des Camerounais, on fera tous les documents de stratégie pour la croissance et l'emploi, on n'y arrivera pas. Parce qu'on sera en train de faire du replâtrage. La Banque mondiale et le FMI, qui ont tenu l'économie camerounaise pratiquement pendant 20 ans, n'ont jamais donné des résultats pour satisfaire les besoins fondamentaux des peuples dans les États où ils ont sévi. Donc, moi, je pense que... Ils sont même venus nous parler. On ne peut pas être surpris. Ça ne peut pas être une excuse, ça. Emmanuel, allez-y. Je finis. Allez, termine en une minute. Ce n'est pas une excuse. C'est une analyse de constat structurel. Oui. Bien sûr que dans cette économie extravertie, on peut replâtrer, on peut améliorer, on peut contrer par la lutte contre la corruption, par une meilleure gouvernance, par moins de détournements, par moins d'affectation de ressources dans des postes fantaisistes comme 1 milliard par semaine à la présidence. Oui, mais fondamentalement, on restera une économie extravertie. Merci, Anissé Kane. Je voudrais dire que le FMI est allé partout ailleurs. Le FMI est allé par exemple au Ghana. Vous avez le nouveau président du Ghana. Le nouveau président du Ghana a demandé à rembourser par anticipation, n'est-ce pas, tout ce qu'il devait. Non, c'est démenti. Attendez. Laissez-moi continuer. Par le FMI qui a eu à démentir. C'est un débat. En disant que c'était faux. Non. C'est un débat qui a eu lieu. De toute façon. Mais le régime ghanéen n'est pas à rapprocher au régime camerounais. Oui, je le dis parce que vous parlez du FMI, on parle du FMI en général. Mais ce que je voulais dire. Vous êtes un FMiste alors. Ce que je voudrais vous dire. Mais c'est un partisan de la communauté internationale. Non, mais ne m'empêchez pas de Emmanuel, allez-y. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, justement, ce qui nous a tués, c'est que le casting était très mauvais. En 2006, quand ils ont vu qu'on a atteint le point d'achèvement, comme des vautours doublés de la passe, ils ont mis les dents comme ça, ils sont tombés sur tout ce qu'il y avait. Dès qu'on a c'est qui? Ceux qui nous gouvernent, cher monsieur. Ceux qui nous gouvernent. C'est pour cela qu'ils ont commencé. Vous n'avez pas voté 27 en 86, vous avez voté pour. 27 projets structurants à la fois. On n'a jamais vu ça. Ils sont lancés
tout azimut les projets. Non, Parce qu'ils voulaient... pas ça le problème. Si, parce qu'ils voulaient déverser de l'argent partout. Et au Cameroun, les fonctionnaires ont tous des registres de commerce dans le sac. Non. Les détournements de 2015 ont atteint les 900 milliards, c'est-à-dire que les marchés fictifs. Je vous rappelle que Et je vais vous informer. Attendez. Ce sont les enseignants, ce sont les infirmiers qui sont à plus de 70% la fonction publique. Quand vous dites les fonctionnaires, vous dites que les enseignants du primaire, les consorts, les fonctionnaires. Et je voudrais vous dire que le casting également était mauvais parce que ceux qu'on a mis dans les postes de décision économiques n'étaient pas des gens Monsieur Kantou était au gouvernement. Je dis bien économique, les postes économiques, les postes de décision économiques n'étaient pas. Oui, permettez-moi de conduire ma pensée. S'il vous plaît. Et vous voyez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas su que quand on met un programme économique en place, il faudrait savoir que l'économie libérale est permanemment soumise à des chocs. À un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus d'argent, que les projets on avait démarré partout. Et le président lui-même leur a dit de trouver de l'argent. Ils sont allés acheter des eurobonds. Ils ont fait des choses extraordinaires qui ont mis le pays dans une situation totalement confuse. Même au Cameroun, ils sont mis à avoir, comment dirais-je, des bons publics. Ils ont lancé dans tous les sens. Et c'est eux-mêmes qui prennent l'argent à l'État. En d'autres termes, on est entré dans une confusion généralisée. L'économie est entrée dans une confusion généralisée. Si on avait remplacé les Moutazé et consorts par les Kouni et compagnie, on se serait sorti. Parce que nous sommes des économistes, ils ne le sont pas. Moutazé, c'est mon petit frère, je le connais. C'est un juriste. C'est une orientation politique. Encore 3 ou 4 minutes. Pardon. On termine en un mot sur les questions sportives. C'était également au menu. En principe, le rendez-vous majeur sportif cette année, c'est le CHAN. D'ailleurs, les Lions à Prima sont en ce moment à Douala déjà pour la 3e phase préparatoire en termes de stage. Vous êtes optimiste quand même? Je pense que sur ce point-là, on peut dire que, y compris la CAF, les arbitres ont été désignés, la date est connue du 4 au 25 avril. On peut être positif, pas de glissement sur cette compétition tout au monde. Oui, moi je pense que le CHAN aura lieu. Ce qui peut permettre à des hommes politiques de soutenir quand même le CHAN, c'est parce que ce genre de compétition redonne un peu d'espoir à notre jeunesse qui n'a pas d'autres secteurs qui marchent dans le pays. C'est peut-être avec la promotion du sport où on a des résultats qui sont au-delà de nos capacités structurelles, permet peut-être de reconstruire le sentiment national et patriotique dans le pays. Merci, docteur Simon Basilike. Une fois encore, moi je n'ai pas une boule de cristal où je lis l'avenir. Je ne puis qu'exprimer mon espoir. Mon espoir, c'est que non seulement le Cameroun va organiser la CHAN, mais qu'il va également organiser la CAN. Comme en 2019. Un Camerounais normal. Je ne dis pas que ceux qui ne pensent pas comme moi ont tort. Un Camerounais patriote ne peut souhaiter que ça. Et j'espère que ça se fera. Moi, je ne vis pas dans les incantations. C'est des incantations, c'est pas mon fort. Mais je pense qu'il faudrait qu'on souhaite tous que ces événements-là se jouent ici. Même comme on est tatillon pour ce qui est de la CAN, je souhaite vivement que la CAN arrive parce que le Cameroun n'arrive même plus à sourire. Si on peut au moins crier et être content à un moment donné, peut-être on aura moins d'AVC. Parce qu'on est dans un pays qui est dans un état de délabrement dans tous les secteurs. J'espère au moins que cela va arriver. Moi, je serai toujours le premier au stade pour regarder tous les matchs. Parce que ça prend... On en fait une émission dynamique, hein. Patrick Dupré. Tu as vu un peu plus non dynamique où? Ce que je sais, c'est que, comme le dit le docteur Basilike, les Camerounais sont très dynamiques et sont très optimistes. J'ai vu l'autre jour le baromètre des pays qui se déclarent être les plus heureux au monde. Les plus résilients. Les plus heureux au monde, c'est pas nous qui les faisons. Le Cameroun fait partie des meilleurs pays au monde où les gens se sentent sont optimistes, ils croient. Ils sont philosophes. Voilà. Donc, et pour moi, c'est une bonne chose pour 2 raisons. La première chose, c'est qu'on a choisi la ville de Moya et la ville de Limbe pour cette compétition. Nous espérons que ça va ramener un peu un esprit plus jovial de ce côté. Merci. Et que dans les autres villes, ça sera une fête, aussi une occasion pour la jeunesse et notre pays de se retrouver. Et on ressort avec cette note pagaie pour le sport camerounais. Chouta Diarra, qui était engagé aux awards du football africain, notamment dans la catégorie dames, n'a malheureusement pas été
vainqueur de ce trophée-là. Le trophée féminin a été remporté par Ashley, la joueuse du Nigeria. Cela dit, nos volleyeuses également engagées dans les éliminatoires des Jeux Olympiques ont eu leur première défaite ce soir contre le Kenya, 3-7. Oui, contre le Kenya, j'ai peut-être pas le score exact, mais la défaite elle est consommée. Cela dit, la compétition n'est pas encore définitivement perdue. L'Égypte et le Kenya doivent se rencontrer pendant que le Cameroun, lui, il a encore quelques autres matchs. Contre l'Égypte jeudi. Ah oui, Cameroun, Égypte et Nigeria, Kenya, je pense bien. Merci à vous d'avoir regardé cette première édition de l'année pour Cartes sur table et évidemment, on vous retrouvera dans nos prochaines éditions. Bonne année encore.